soir, c'est la première conférence du sport et de la citoyenneté. On s'inscrit dans le cadre du plan d'animation territoriale autour des Jeux, proposé par la conférence régionale du sport. La conférence est organisée par le Think Tank, ça s'appelle Groupe de réflexion, sur l'impact social du sport et les politiques sportives de la région. Objectif des débats, notamment ce soir, mobiliser les acteurs régionaux autour de la dynamique des Jeux de Paris 2024, présenter les bonnes pratiques existantes sur les sujets identifiés en région, on en parlera tout à l'heure, accompagner les acteurs sportifs dans leur réflexion et la mise en place de solutions adaptées à la problématique soulevée. Et pour nous accueillir ici, dans cette belle salle qui est la Cité numérique, je vous demande d'accueillir M. Denis Mérigot, adjoint chargé des sports de Châteauroux Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. En tant que représentant de Châteauroux Métropole, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans cette magnifique salle de l'amphithéâtre de la Cité du Numérique pour cette conférence Cap sur les Jeux 2024 en région Centre-Val de Loire. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette conférence. Ça fait plaisir de voir une salle bien remplie. Ça veut dire que les Jeux 2024 attirent beaucoup de monde et concernent beaucoup de monde. Je voudrais remercier les conseillers municipaux présents ici. Il y en a pas mal aussi. Merci à vous d'être venus. Toutes les associations, les clubs qui sont présents. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir ici. Merci Denis. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez participé tout à l'heure, bien sûr, à la première table ronde. On va déjà maintenant accueillir les acteurs de cette première table ronde. Jean-Louis Desnoux, qui est ici. Merci Monté. Il est président du comité régional olympique et sportif et vice-président de la conférence régionale sportive. Il est avec nous ce soir. Il va répondre à quelques questions tout à l'heure. Nous avons également avec nous Mohamed Moulet, conseiller régional délégué auprès du président chargé des sports. Monsieur Moulet, s'il vous plaît. Florence Petitpez, vice-présidente du conseil départemental, département de l'Indre. Et enfin, monsieur Rodolphe Legendre, délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Voilà, vous pouvez vous installer tranquillement. Monsieur Mérigot, on va commencer par vous. Merci tout d'abord de nous accueillir ici à Châteauroux, on l'a dit, dans cette belle salle de la Cité numérique. Votre ville accueillera les épreuves de tir et paratir sportifs sur le site du Centre national sportif, le CNTS. Que représente cette opportunité pour la ville de Châteauroux? Donc pour la ville de Châteauroux, je crois que c'est un événement unique qui ne se reproduira pas parce que les derniers Jeux olympiques qui ont lieu en France étaient en 1924. Donc 100 ans après, la France a obtenu de nouveau les JO. Et pour Châteauroux, c'est vraiment une chance inouïe d'avoir des épreuves sur son territoire. Alors ça n'a pas été facile, puisque les épreuves étaient prévues à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Malheureusement, il y a eu des soucis avec la pollution et c'était en zone classée. Et donc, comme Châteauroux, on avait la chance d'avoir le Centre national de tir sportif, tout de suite, les différentes... l'État, la région, le département et la ville de Châteauroux se sont mobilisés et ont fait un gros travail collectif afin d'obtenir ces JO, ce qui a été fait en juillet 2022. Donc nous sommes partis avec un peu de retard par rapport aux autres villes que sont Paris, Marseille et Tahiti. Mais on rattrape le retard et on sera prêt pour 2024. Alors une opportunité bien sûr, puisque on sait très bien tous que les Jeux olympiques, c'est le deuxième événement qui est le plus regardé par le public et les spectateurs. Après la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques, c'est l'événement qui permet aux gens d'être présents sur toutes les manifestations, puisqu'on retrouve toutes les disciplines. Et voilà.
Donc ça va être une visibilité pour Châteauroux de se montrer, de faire connaître Châteauroux, le département, et en même temps de pouvoir faire visiter aux spectateurs qui viendront les richesses de la ville et du département. Donc pour Châteauroux, c'est très important de recevoir ces Jeux olympiques. Très bien, Monsieur Mérigot. Deuxième question. Comment l'Horizon Paris 2024 peut-il permettre de renforcer la politique de la métropole en matière d'accès au sport pour tous et héritage des Jeux? Quel héritage peut-on espérer? Alors au niveau héritage, bien sûr, on peut espérer, dans la continuité des Jeux olympiques, une poussée au niveau du nombre de licenciés. Je crois que, pour avoir parlé avec le président du comité de l'Inde de tir, ils ont déjà eu plus de 30% de nouveaux licenciés par rapport au fait que les Jeux olympiques, et notamment les disciplines de tir, sont à Châteauroux. Donc voilà, on attend des licenciés en plus dans tous nos clubs, en sachant qu'après, il faudra s'adapter pour pouvoir les accueillir, puisque au niveau équipement sportif, il faudra quand même accueillir tout le monde, pouvoir accueillir tout le monde, et il faudra faire des efforts et certainement construire des équipements, ou alors adapter le sport, comme dans les quartiers prioritaires, faire du sport à l'extérieur, permettre à chacun de nos jeunes des quartiers de pouvoir sortir et faire du sport tout de suite avec des appareils et puis des city-stades ou des baskets 3-3. Merci, Monsieur Mérigot. Monsieur Desnoux, c'est à vous cette fois-ci. La conférence régionale du sport a mis en œuvre un plan d'animation territoriale ambitieux en vue des Jeux de Paris 2024, avec de nombreux projets mis en œuvre à l'image de ce cycle de conférences. Quelles sont les ambitions? Alors, l'ambition de la conférence régionale du sport, c'est de pouvoir exporter les Jeux au plus près des territoires, sur la place du village. Il y a une caravane itinérante qui va visiter les 6 départements de la région avec 4 étapes à chaque fois, où là, les clubs sportifs locaux vont pouvoir présenter leurs disciplines. Il n'y aura pas que les disciplines olympiques, bien évidemment. C'est aussi l'occasion de faire connaître des disciplines peut-être un peu plus discrètes sur le plan médiatique. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis c'est aussi l'ambition de porter les valeurs olympiques au plus près du territoire. On l'a dit, c'est vraiment pour que la population, ce soit vraiment une fête populaire et que l'on puisse vraiment proposer une pratique sportive, en sachant que l'ambition, c'est aussi de mettre tout le monde à l'activité physique et sportive. Ce n'est pas forcément de mettre tout le monde à la compétition. C'est une vraie ambition de pouvoir faire d'une nation de sportifs une nation sportive. On verra. Très bien. Quelle dynamique cet horizon des Jeux Olympiques a-t-il engendré en région Centre-Val de Loire, et quel héritage espérer? Alors on a vu, l'héritage, c'est effectivement, notamment au niveau des licenciés, puisqu'on le voit, rien que déjà un label olympique sur une discipline à Châteauroux, fait venir l'année précédente plus de 20 ou 30% de licenciés. On le connaît traditionnellement au niveau des disciplines qui performent dès le début de la campagne olympique, puisque ça va démarrer le 26 et jusqu'au 11, de 26 juillet jusqu'au 11 août pour les Jeux olympiques et du 28 août jusqu'au 8 septembre pour les Jeux paralympiques. On sait que dès que les Français font des médailles, forcément la discipline est mise en avant et bénéficie à la rentrée suivante d'un afflux de licenciés. Alors effectivement, il va falloir trouver des encadrants, il va falloir trouver des créneaux horaires pour les disciplines. Mais on ne va pas se plaindre. On va essayer de s'organiser, bien évidemment. Merci. Monsieur Moulet, c'est à vous. Quel impact peut-on attendre pour les Jeux en région et Centre-Val de Loire? Cet événement peut être accélérateur des politiques régionales en matière sportive. Alors, déjà, c'est un projet partagé. Et on le voit ce soir. On partage un fauteuil à 3. Et c'est pour dire que c'est
Et je tenais aussi, parce que là, je viens d'apprendre une très bonne nouvelle, et c'est en lien avec cette ambition que nous portons toutes et tous. Bourges vient d'être désignée capitale européenne de la culture. Je pense qu'on peut applaudir la ville de Bourges. Ah oui, oui. Alors, on en est fiers parce que... Ah oui, il y avait pas mal de villes en face. Il y avait Rouen, il y avait... pas mal exactement, on avait les grandes grosses villes. mastodontes de Montpellier, je crois, il me Oui, c'est semble. ça. Rouen, Voilà, Montpellier, Clermont-Ferrand. Et on en est fiers parce que ça illustre parfaitement ce que portent les territoires ici en Centre-Val de Loire autour d'un projet transverse, un projet 360 degrés. Et on le voit sur cap vers les Jeux 2024. C'est les collectivités, c'est le mouvement économique, c'est le mouvement social, c'est le mouvement sportif. Avec la Dragesse, on est véritablement sur un projet, certes, autour de la performance, mais ça va au-delà, sur ce que doit être le sport avant tout, c'est-à-dire sport-société, sport ensemble, sport santé, sport inclusif. Et je pense qu'on a tout intérêt à profiter des Jeux, en plus de la question du rayonnement, de l'attractivité. Si le Centre Val-de-Loire est une région qui porte la culture, qui porte du patrimoine, qui porte la gastronomie, qui porte l'histoire, il faut aussi porter ensemble de vrais sujets qu'on doit ensemble mettre en exergue, surtout dans ce contexte, certes post-Covid, mais aussi quand on parle de lutte contre la sédentarité, quand on parle aussi de lutte sur le sujet des écrans. On a tout intérêt à profiter de ces Jeux, de retombées économiques, de retombées touristiques, certes, mais aussi de dire, voilà, le sport, c'est de l'activité physique. Ça rejoint ce que vient de dire Jean-Louis aussi également quand tu parles de la nation des sportives et des sportifs. C'est aussi le sport pour tous et partout. C'est l'activité physique, et c'est en cela aussi l'héritage derrière les Jeux, ce qu'on doit laisser en matière de traces, en matière d'empreinte après l'événementiel, j'allais dire. Très bien. Deuxième question, quel rôle la région peut-elle jouer pour mobiliser les différents territoires et publics autour des Jeux ? On a la chance d'avoir la compétence partagée là aussi avec nos amis de l'État, avec les collectivités locales, et encore depuis récemment avec cette gouvernance du sport, le monde économique. C'est l'aménagement du territoire. C'est en cela qu'on peut, nous, régions, à l'échelle du territoire, porter ensemble une vision partagée de ce que doit être un aménagement équilibré. Vous savez, on a des valeurs, nous, en région Centre-Val de Loire, c'est les solidarités avant tout, c'est un équilibre, c'est de la péréquation, c'est de l'équité. Et c'est en cela on doit, avec les Jeux, faire plus là où il y a moins, et peut-être faire un peu moins là où il y a plus. Et certes, il y a Châteauroux, c'est les épreuves olympiques officielles du tir sportif. C'est aussi Chartres, qui va accueillir aussi, et c'est une première là aussi, une phase qualificative sur la natation. On a tout intérêt à équilibrer le territoire, et ça c'est notre rôle, notre responsabilité, d'amener de l'événementiel, mais aussi d'amener un aménagement du territoire équilibré et intelligent pour faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens se sentent responsables, se sentent un peu participantes aux Jeux olympiques et paralympiques. Effectivement, ce que vous dites, c'est très bien parce qu'on parle de campagne aussi. Une campagne reculée, on parle de petits villages. Et là, effectivement, tout le monde va être à la fête. Exactement, Jean-Louis l'a dit, il y a cette tournée, certes ça reste une tournée, un village itinérant, on va symboliquement toucher 24 villages, 24 dates, 4 dates par département, mais c'est aussi rappeler cette responsabilité que nous avons en termes de politique publique, d'amener le sport là où il n'est pas, en fait, là où il n'existe pas. Notre ambition à nous tous, c'est de construire, d'aménager des équipements sportifs, si possible en accès libre et gratuit. Et ça, c'est l'enjeu. Et toute l'inclusion dans les campagnes et tout, effectivement, ça va fédérer et rapprocher tout le monde. Merci beaucoup. Florence Petit-Pez, vice-présidente du conseil départemental. Le département de l'Indre est labellisé depuis 2019, Terre de Jeux 2024. Quelles actions ont pu être mises en œuvre autour des Jeux et quelles animations seront proposées notamment dans le cadre du passage de la flamme, puisqu'elle va passer le 27 mai, ici dans le département ? Oui, alors, si vous voulez,
on n'a pas attendu non plus la labellisation, bien sûr, Terre de Jeux 2024. Le département, bien que ce ne soit pas sa compétence première, est très engagé au niveau du sport. Parce que pour nous, le sport, c'est aussi un lien social, c'est une façon de dynamiser aussi le canton, le département rural que nous sommes. Donc, on a toujours fait très attention à notre politique sportive. Mais c'est vrai qu'on l'a renforcée, cette politique sportive, depuis effectivement 2019. Donc, alors, je ne vais pas tout lire, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un discours, mais j'avais besoin un petit peu quand même de notes, parce qu'on en fait tellement pour le sport que je ne voulais pas en oublier. En fait, ça se matérialise par 4 axes principaux. On a le soutien aux collectivités, donc toutes les collectivités ont droit à des aides, alors aussi bien aide au fonctionnement qu'à l'investissement. Soutien fédéral aux clubs, aux comités et aux familles. On a un soutien donc, dans les organisations d'actions événementielles, alors que ce soit les événements qui sont récurrents, mais on en accueille d'autres, puisqu'on a développé nos structures sportives. Notamment cette année, on a fait un gros investissement sur l'aménagement de notre plaine des sports avec une halle connectée qui est un événement vraiment exceptionnel et qui est très rare au niveau de la France. Je crois que c'est le premier, on peut le dire, c'est le premier. Donc on a vraiment renforcé nos investissements parce qu'on voulait justement pouvoir accueillir des manifestations internationales. Donc on s'est mis aux normes pour pouvoir revoir ces manifestations. Donc, et il y a aussi le développement, donc ça c'est sur la plaine des sports. Mais bon, pour vous dire qu'on n'oublie pas tout le territoire et on n'oublie pas toutes les communes rurales qui sont dans notre département. Alors, on sait le département particulièrement actif et investi dans la construction d'infrastructures, on en a déjà parlé un peu, sportives, et le développement des nouvelles pratiques sportives, le basket 3 contre 3, le hand à 4, le beach volley, etc. Pourquoi cette stratégie et en quoi les Jeux de Paris 2024 peuvent-ils accentuer cette dynamique et laisser un héritage durable sur le territoire ? Écoutez, comme l'ont dit aussi bien Mohamed que Jean-Louis, c'est vrai que ça donne un dynamisme au département. On l'a vu parce qu'il y a déjà 20% de plus de licenciés au niveau du tir. Je pense qu'il y a une dynamique qui se crée. Tout le monde a envie de participer. Tout le monde veut être témoin de cet événement qui ne se reproduira plus. Ça se reproduira peut-être, mais on ne sera pas là tous, je pense. Donc je pense qu'on veut tous apporter notre témoignage, notre marque. On veut vraiment... et c'est vrai que ça incite les gens à se mettre au sport davantage. On veut vraiment être acteurs des Jeux Olympiques, même si on ne fait pas partie vraiment des sportifs de haut niveau. On a l'impression que de pouvoir d'apporter un petit peu aussi par notre présence et puis par peut-être un peu effectivement à se mettre un petit peu au sport. Donc je pense que franchement au niveau des licenciés, ça va faire beaucoup de bien à notre département. C'est une fête populaire en même temps. Absolument. Oui, on est là aussi, c'est pour passer un bon moment, c'est festif. Oui, tout à fait, tout à fait. La fête commencera donc le 27 mai. Enfin, elle a déjà commencé, on va dire, la fête. Mais le 27 mai, ça va être encore plus marquant parce que c'est vrai qu'avec le passage de la flamme, on a été un des premiers départements à répondre présent parce qu'on voulait vraiment montrer notre participation. Je pense qu'on est vraiment, l'Indre est vraiment un bon ambassadeur du sport. On est impatient, je vous rassure. Merci. Rodolphe Legendre, c'est à vous. Ne vous inquiétez pas pour le canapé, tout va bien se passer. Alors, vous avez éteint le micro. Hop. Je suis rassuré pour le canapé. D'accord, parfait. Vous avez présenté en juin dernier un plan d'animation territoriale autour des Jeux avec l'objectif de se réunir, de partager l'esprit des Jeux et d'encourager chacun et chacune à s'impliquer à sa manière. On en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Comment l'accueil des Jeux en région peut-il permettre de renforcer l'accès pour tous à la pratique sportive, notamment les publics en situation de handicap, parce qu'on n'oublie pas bien sûr que les JO, c'est aussi les Paralympiques. Bonsoir à toutes et tous. Si on considère que les JOP, c'est une fête populaire, alors JOP, pardon, c'est pour le sigle Jeux Olympiques et Paralympiques, si on considère que c'est une fête populaire, forcément, ça doit impliquer tout le monde, et partout, sur tous les territoires, tous les publics. Et si on doit considérer que l'on œuvre au quotidien aussi pour l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, eh bien c'est préparer les lendemains de la cérémonie de clôture, le 8 septembre, et pour pouvoir justement
mieux accueillir dans les clubs, pour pouvoir faire en sorte que le fait sportif soit un peu plus présent dans votre quotidien, et surtout également aussi pour que les salariés, les bénévoles dans les associations soient en capacité de vous accueillir dans des équipements sportifs qui ont été rénovés ou qui sont sortis de terre. Et c'est notamment le cas du plan des petits équipements sportifs de proximité, qui est aussi une des parties de l'héritage des Jeux. Accueillir, c'est aussi inclure, c'est également aussi garantir que cette fête-là ne connaît pas de frontières et ne connaîtra pas de limites à travers notamment des déficiences ou des situations de handicap. Et je pense qu'on a un bel exemple dans le département avec le CNTS, et un bel exemple de coopération entre l'État, la métropole et la ville de Châteauroux, avec une accessibilité bâtimentaire qui est quand même assez exceptionnelle, voire même exemplaire, mais également aussi qui s'est accompagnée d'une accessibilité en termes d'information sur des cheminements, sur des signalisations qui sont adaptées à de multiples formes de déficience. Et puis aussi une accessibilité numérique avec des sites internet qui sont particulièrement bien adaptés, faciles à lire, faciles à comprendre. Et ça, on se doit collectivement de pouvoir y œuvrer. C'est récent dans le fait olympique, et je pense que la France fait ce pari également aussi, d'en faire une véritable action d'inclusion. C'est notre pari, c'est également aussi notre action. Les 600 actions qui seront au travers de l'ensemble du territoire vont aussi viser à faire la fête avec le plus grand nombre d'entre nous et de viser tous les publics, ceux qui sont les plus éloignés de la pratique, ceux qui pensent être entravés et empêchés, et de leur démontrer que non seulement il y a des para-athlètes en région centre qui vont être médaillés, on l'espère tous, et ils y travaillent pour pouvoir y réussir, et que ce seront autant d'exemples et autant d'illustrations. Ça y est, merci. C'est comme à l'Assemblée nationale quand on a terminé les 10 minutes. Il est dit tout à l'heure. Hein. Ouais, merci Pascal. Donc c'est autant d'exemples que l'on doit trouver qui seront illustrants et très très intéressants à montrer dans les écoles, à montrer dans les clubs, pour que l'on puisse également aussi réellement connaître un âge du parasport. L'un des défis à relever consiste à promouvoir l'activité physique dès le plus jeune âge. Ça, c'est important. On voit tous les jours, on parlait des écrans tout à l'heure notamment, de mettre les jeunes au sport. Promouvoir l'activité physique dès le plus jeune âge. Comment les Jeux peuvent-ils être utiles à ce point de vue? Comment on va aller chercher, par exemple, cette jeunesse qui, aujourd'hui, peut-être fait moins de sport qu'avant? Alors oui, tu as raison. Effectivement, il y a une baisse qui est constatée de la capacité cardiovasculaire des enfants depuis plus de 40 ans, une baisse significative qui doit nous alerter et qui nous interpelle. Les JOP, à travers la vitrine qu'ils vont offrir, à travers les multiples disciplines que nous allons en tout cas pouvoir découvrir, nos jeunes publics également aussi, ça doit d'abord être cette tête de gondole qui va attirer, et les clubs doivent être prêts pour pouvoir notamment aussi accueillir. Mais en eux-mêmes, ce qui est important, c'est que l'on puisse connecter l'ensemble des outils et des dispositifs qui sont à disposition pour pouvoir justement faire grandir le fait sportif dans notre quotidien. Et on a un certain nombre d'outils. Il y a la semaine olympique, paralympique, il y a les 30 minutes d'activité physique au quotidien, il y a également aussi les 2 heures de plus au collège. Ce sont autant d'outils qui doivent aller chercher des publics qui sont éloignés de la pratique, qui sont parfois ni inscrits en club, ni inscrits à l'UNSS, et de leur montrer que l'on peut pratiquer, peut-être dépasser le seul enseignement de l'EPS, et parfois également aussi s'amuser en étant actif. Et c'est cette habitude, cette routine qui doit être créée dès le plus jeune âge, avec notamment des dispositifs comme 30 minutes d'activité physique au quotidien dans les écoles maternelles, dans les écoles élémentaires, et qui vont se poursuivre bien évidemment au-delà de l'université, et des clubs bien sûr bien connectés pour pouvoir accueillir tout le monde. Eh bien merci, c'était riche en propos en tous les cas. J'en ai terminé avec cette première table ronde. Merci mesdames, messieurs. Et c'était pas fait exprès, monsieur. C'était pas fait exprès. Oui, descendre. Oui, on peut les applaudir, c'était très intéressant. Alors je vais accueillir maintenant un grand témoin. Eh oui, Éric Monin, qui est vice-président de l'Université de Franche-Comté et directeur du Centre d'études et de recherche olympique universitaire, le CERO. Merci d'accueillir monsieur Éric Monin. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors normalement j'ai un PowerPoint là, qui va
qui va se mettre en place là. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Et je voudrais tout d'abord vous remercier, notamment la conférence régionale du sport, la DRAGES, Sport et Citoyenneté, pour son accueil, mais également la très très belle journée que nous avons passée aujourd'hui à travers la manifestation organisée par le ministère de la Justice, à travers la PJJ, la police judiciaire des jeunes, où vraiment c'était un moment de joie de voir tous ces jeunes aujourd'hui à la plaine, je ne sais plus, à la plaine départementale des sports. Voilà, donc merci à vous. Alors, simplement, je vais intervenir à peu près une trentaine de minutes pour vous parler de ce que sont les Jeux Olympiques. Mais ce que je voudrais ce soir, c'est vous expliquer un petit peu la genèse de ces Jeux Olympiques. Et pour bien comprendre, on a un homme que vous connaissez sans doute qui s'appelle Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin va naître en 1863, il va mourir en 1937. Et Pierre de Coubertin va rénover les Jeux Olympiques. Il va créer même un néologisme qui s'appelle olympisme. C'est de Pierre de Coubertin. Or, simplement, de vous à moi, Pierre de Coubertin n'a rien d'original. Des Pierre de Coubertin, il y en a à peu près une quinzaine, une vingtaine qui ont essayé de rénover les Jeux Olympiques. Pierre de Coubertin va réussir à rénover ces Jeux Olympiques grâce à son réseau. Il a un double réseau. Il a le réseau des nobles, des aristocrates. C'est une très vieille famille aristocratique française. Et aussi le réseau de l'Église catholique. Alors, ces Jeux Olympiques, comme ça a été dit précédemment, il y a des valeurs. Il y a des valeurs qu'on retrouve ici, que vous voyez là, à travers l'excellence, le respect, l'amitié. De vous à moi, ça ne me parle pas trop, ça. Ça ne me parle pas trop. Moi, ce qui me parle beaucoup dans le caractère de l'olympisme, c'est ça. Ce sont les principes de l'olympisme. Les principes se déclinent en 7 principes que vous avez ici même, à travers notamment les principes éthiques, à travers la neutralité politique. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, à travers l'Ukraine, à travers la Russie. Vous avez vu que les athlètes russes et biélorusses, les athlètes propres vont être tout simplement autorisés. Et vous l'avez noté que les athlètes en sport collectif ne seront pas autorisés d'aller à Paris 2024. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est ce principe 6 qui parle de non-discrimination liée au sexe, à l'âge, à la fortune et plein d'autres choses. Donc en fait, au-delà des valeurs, je crois que ce qui définit l'olympisme, et c'est bien important à mon sens, ce sont les principes qui sont énumérés dans la charte olympique. Alors, il y a quelque chose qui est très important. Dernièrement, le président de la République a inauguré à Villars-Cotterêts la cité de la francophonie de la langue française, à Villars-Cotterêts. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'olympisme, il y a une langue, initialement, c'était le français. Et en 1948, après moult péripéties, on va introduire une deuxième langue, qui est l'anglais. Et en 2003... c'est le coup de masse pour la France, pour la langue française. Ce qui devient prioritaire, c'est la langue anglaise. C'est bien noté dans la charte olympique qu'il y a bien le français et l'anglais. Mais moi, je peux vous dire, lorsque je siège au CIO, je suis membre d'une commission éducation olympique au CIO à Lausanne, les discours se font uniquement en anglais. Alors, comment tout cela est né ? Tout cela est né dans le bassin méditerranéen, en Grèce. Et vous voyez qu'en fait, il y a sur cette carte, ici même, je n'essaie pas de tomber, rassurez-vous. En fait, nous avons Olympie, ici même, nous avons Delphes, nous avons Athènes, Corinthe et Némée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que durant l'Antiquité grecque, il y a un site majeur qui s'appelle Olympie. Il y a un deuxième site qui s'appelle le site de Delphes, où là, on a une personne qui est un peu particulière. Elle mâche des feuilles de laurier. Elle est un peu shootée, en fait. Et donc, en fait, elle s'appelle la Pythie. Et nous avons les jeux ici à Némée, qui vont s'appeler les jeux néméens. Ici, les jeux à Corinthe, qui vont s'appeler les jeux isthmiques liés à l'isthme de Corinthe. Donc, en fait, le principe, c'est que les athlètes, durant l'Antiquité grecque, on a affaire à des vrais athlètes, des vrais professionnels, qui vont tenter de faire le grand chelem, gagner les Jeux Olympiques, gagner les Jeux pythiques à Delphes, les Jeux isthmiques à Corinthe et les Jeux néméens. Et vous remarquez qu'en fait, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de X, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas tout ça. Mais on va pouvoir quand même communiquer durant l'Antiquité. Et pour communiquer, on va avoir des Pindars, on va avoir des Pausanias qui vont écrire des poèmes, des textes, mais surtout on va avoir des mosaïques, on va avoir des céramiques, des vases, et ces vases, on va communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, on va, dans le bassin méditerranéen, expliquer les grandes victoires, notamment de ces athlètes. Et vous remarquez qu'en fonction de la maîtrise, de la cuisson de ces céramiques, on va avoir des céramiques noires sur fond ocre, ou l'inverse. Et c'est la réalité, ça va faciliter grandement les archéologues pour pouvoir dater, notamment ces céramiques. Alors, on a quelque chose aussi de très intéressant, c'est que ces Jeux Olympiques, ils vont naître en moins 776 avant Jésus-Christ, et en plus 393 après Jésus-Christ, ils vont s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'on a ce monsieur-là, qui est un empereur, qui s'appelle Théodose Ier, il a très très peur, il va mourir.
Et il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a après la vie sur Terre? Et on lui dit, bah, écoutez, c'est très simple, hein. Eh bien, il va falloir monter au ciel, mais à une condition, il faut se convertir au christianisme. Théodose Ier va prendre un édit, une loi, et il va mettre fin à ces jeux païens, et c'est son petit-fils, Théodose II, qui va tout brûler, le site d'Olympie. Alors, on va retrouver ce site, notamment d'Olympie, à travers notamment des chercheurs, hein, des philologues. On va retrouver notamment Richard Chandler. On va retrouver les Français qui vont aller à Morée, à l'exposition de Morée, mais surtout ce sont les Allemands, Ernst Curtius, l'archéologue, qui vont découvrir le site. Alors, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent ça, le site d'Olympie, hein, sous des dizaines de mètres d'alluvions, hein, déposés par la rivière l'Alphée, le fleuve, le Cladéos. Eh bien, ils vont découvrir ce site, notamment de Zeus, hein, à Olympie, et regardez les archéologues, hein, ici même, vous voyez, qui sont relativement petits par rapport à cette masse d'alluvions. Alors, ils vont découvrir également le fameux dieu des dieux, qui s'appelle le Zeus, hein, notamment cette fameuse statue Chryse éléphantine. C'est une statue de bois qui est recouverte d'or et d'ivoire, et qui sera réalisée par le fameux sculpteur d'Athènes, hein, notamment Phidias. Alors, on va avoir sur ce site d'Olympie quelque chose de très intéressant. Immensément intéressant. Regardez, je vous ai mis une grosse flèche jaune. En fait, ces flèches jaunes, voilà, il y a une image virtuelle ici même. Je vous ai mis une photo, je suis à côté, la prise au mois de juin. C'est qu'en fait, à chaque fois que des tricheurs, des voyous étaient démasqués, eh bien, ils devaient payer une forte amende. Et cette amende, eh bien, tout simplement, ils devaient payer une statue en bronze qu'on appelait un zanès ici, et ils devaient payer un socle en pierre, mettre leur nom. Et pourquoi ils avaient fait telle ou telle chose réprimandable, par exemple, mettre une pierre dans sa main pour taper plus fort lorsqu'on faisait de la boxe, etc., etc. Donc en fait, là, au mois de juin, lorsque j'étais avec des étudiants sur le site d'Olympie, eh bien, plus de 2000 ans après, eh bien, lorsqu'on se promène sur le site d'Olympie, eh bien, on est capable de dire, eh bien, celui-là, il a fait ça, ça, ça et ça. Et imaginez le Stade de France où on a l'allée des tricheurs. Ben voilà, ben ça existe. Durant l'Antiquité, eh bien, il y a un exemple à ne pas suivre, ce sont ces fameux tricheurs. Donc, écoutez, ça laisse penser quand même que, bah oui, là, on ne met pas en lumière les gens victorieux, mais on met les tricheurs, hein, pour les exemples à ne pas suivre. Alors, regardez, c'est les personnes qui sont des vrais athlètes, eh bien, on va les idolâtrer en quelque sorte à travers ces céramiques, et notamment on va avoir Léonidas de l'île de Rhodes, on va avoir Milon de Crotone, et on va surtout avoir la star des stars, Théogène de Tassos, qui va gagner 12 jeux antiques. Alors oui, mesdames, oui, arrêtons de dire n'importe quoi, il y a du sport féminin. Et ce sport féminin, il suffit d'aller notamment en Sicile, à la Villa Piazza Armerina, et là on va découvrir ces fameuses céramiques. Et regardez, hein, la légende dit la femme en bikini, eh bien ce bikini naît après la Seconde Guerre mondiale parce qu'on a trouvé une petite île dans le Pacifique, bêtise totale, hein. Bêtise totale, la femme durant l'Antiquité grecque, eh bien, fait déjà du sport. Regardez ces femmes en bikini en train de faire des jeux de ballon, des courses, des jeux d'haltères. Et on a même retrouvé notamment des céramiques où on voit ces femmes notamment se laver après avoir fait des pratiques sportives. Donc on a des pratiques féminines et des pratiques masculines durant l'Antiquité grecque et romaine. Alors là, nous avons rapidement arrivé, vous avez parlé notamment du relais de la flamme, hein, olympique qui passe donc le 27 mai, voilà, le 27 mai. Et là, je vais un peu casser l'ambiance ce soir. Je suis désolé, hein, mais en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, c'est un petit peu mon job, hein, d'apporter un peu les choses. Hein. Eh bien, en fait, on va avoir quelqu'un qui est un petit peu pas tellement d'accord d'organiser les Jeux Olympiques, c'est Hitler. Hitler, lorsqu'il arrive, vous savez qu'Hitler est chancelier du Reichstag en 1933, et lorsqu'il arrive, eh bien, tout simplement, on lui apprend qu'il va devoir organiser les Jeux Olympiques qui ont été donné à Berlin en 1931. Et là, Hitler n'en veut pas, parce qu'il ne trouve pas important dans sa politique, notamment du Troisième Reich, de mener à bien ces Jeux Olympiques qui doivent se dérouler à Berlin, mais également à Garmisch-Partenkirchen, notamment durant l'hiver. Alors là, son ministre de la propagande, que vous connaissez, qui s'appelle Goebbels, lui dit, mais écoutez, c'est une bonne idée d'organiser ces Jeux, parce qu'on va s'en servir comme propagande. Et là, en fait, on va avoir quelqu'un qui organise les Jeux de Berlin, qui s'appelle Karl Diem, le président des Jeux de Berlin. Il lui soumet même une idée. Il dit, écoutez, cher chancelier, Hitler, eh bien, il y a une possibilité assez importante, eh bien, justement, eh bien, de montrer la grandeur de l'Allemagne, et ça serait très, très bien d'organiser ces Jeux, mais surtout, de ramener quelque chose qui nous est cher, eh bien, cette fascination qu'on a de l'Antiquité grecque.
Et là, Goebbels et Karl Diem soumettent à Hitler une proposition. Eh bien, c'est tout simplement d'allumer à Olympie, ici même, eh bien, la flamme sur le site d'Olympie et de créer ce qu'on appelle le relais de la flamme olympique. Donc, je suis en train de vous expliquer que le relais de la flamme, c'est les nazis qui l'ont créé. Donc, les nazis ont créé ça, et regardez, les nazis sont même allés beaucoup plus loin. Après avoir créé ce fameux relais, ils vont même mettre une affiche. Regardez cette affiche, la porte de Brandebourg. La porte de Brandebourg, les Champs-Élysées, évidemment, allemand. Et regardez, ils vont même, leur fascination, ils vont même avoir un athlète grec antique avec une couronne de laurier. Donc vous avez bien compris ce trait d'union que les Allemands, notamment le Troisième Reich, à travers leur race aryenne, eh bien, leur fascination les conduit à tout simplement à idolâtrer en quelque sorte cette Grèce antique pour s'y rapprocher, notamment sur le plan idéologique. Et ils vont même aller encore plus loin. Je ne sais pas si vous connaissez Berlin, mais lorsqu'on va à Berlin, lorsqu'on voit ce stade de Berlin, il y a quelque chose qui demeure, c'est ce qu'on appelle la basque olympique. Et cette basque olympique, ben regardez, on a une coupe de la Pythie, vous savez, les Jeux pythiques à Delphes. Bien regardez, la Pythie est assise sur un trépied. Et bien regardez Goebbels, ils ont même imaginé la basque olympique de Berlin, identique au trépied, notamment de la Pythie de Delphes. Donc vous voyez que globalement, je suis désolé de vous casser un peu l'ambiance, mais en fait, ces relais de la flamme olympique, c'est quelque chose qu'on doit aux nazis. Alors regardez, donc je vous ai mis l'allumage notamment de la flamme, notamment avec ce fameux four solaire. Ça sera la même chose pour Paris 2024. Ça sera le 16 avril que cette flamme sera allumée sur le site d'Olympie et juste devant le temple d'Héra. Héra, comme vous le savez, c'est la femme de Zeus. Alors Berlin, donc nous allons avoir, vous voyez, quelque chose d'assez important, plus de 3075 km. Donc on fait simple, 3075 relayeurs. Chaque kilomètre, il y a un relayeur. Là, dans le cas de Paris 2024, c'est un peu différent, parce qu'en fait, le département de l'Indre, le département, tout simplement, il n'y aura pas forcément des relayeurs pour chaque kilomètre, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, mais vous aurez des étapes qui vont servir de relais. Alors le relais de la flamme, évidemment, vous l'avez bien compris. Alors c'était une question de toute la journée, notamment avec la PJJ, le ministère de la Justice. Mais cette flamme, elle est comment? Voilà, vous avez la réponse, la PJJ. Là voilà, cette flamme, parce que en fait, ce matin et cet après-midi, j'ai amené la torche que j'ai portée à Tokyo. Et donc, vous voyez, elle est un petit peu différente. Alors cette flamme, donc comme je vous le disais, elle va être allumée, notamment devant le temple d'Héra, et ça sera le 16 avril 2024. Alors ce fameux Pierre de Coubertin, je reviens un petit peu à lui, Pierre de Coubertin, donc grâce à son réseau, grâce notamment à sa famille qui est anoblie en 1477, il va pouvoir tout simplement créer ces Jeux Olympiques, rénover ces Jeux Olympiques, et grâce aussi à son père, qui est le peintre officiel de l'Église catholique. Donc deux réseaux très très forts qui vont lui permettre notamment de réaliser cette rénovation. Pierre de Coubertin va rénover les Jeux Olympiques en 1894 à Paris, à la Sorbonne, dans le Grand Amphithéâtre. Alors, Pierre de Coubertin, très peu de personnes le savent, donc je me permets de vous le dire, il est enterré à Lausanne, à côté du CIO, et donc toute sa famille est là, son fils, sa fille, sa femme, son fils et sa femme n'auront pas de descendants, donc la famille du côté Pierre de Coubertin n'ont pas de descendants, ça sera en fait la sœur de Coubertin qui aujourd'hui a une descendance, et il se nomme notamment les deux Navacelles de Coubertin. Pierre de Coubertin est enterré à côté d'une personne que vous connaissez très 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 bien, une femme illustre française qui s'appelle Coco Chanel. Alors Pierre de Coubertin va rénover ses Jeux en 1896, notamment à Athènes. On a ici Pierre de Coubertin qui est ici même là. Et Pierre de Coubertin va lancer ses Jeux. Et regardez les premières images des Jeux Olympiques. Regardez, on a une course de 100 mètres avec des couloirs qui sont délimités. On a du saut de cheval sans tapis. On a TikTok, Twitter, tout le monde est là déjà, tout le monde est là. Mais regardez, il manque quand même quelqu'un. Regardez, on a des hommes, on a du vélocipède, sans dérailleur, sans frein, barre parallèle. Mais il y a quelqu'un qui manque, vous avez repéré, c'est qui? Les femmes ne sont pas là. Les femmes n'ont pas le droit de faire les Jeux Olympiques. La femme a un devoir. La femme a un devoir, c'est de mettre au monde des enfants pour assurer une race forte, comme on dit à l'époque. Et je vous rappelle qu'on n'est pas loin notamment de la der des der. Et à ce moment-là, il va falloir que ces hommes soient forts pour aller, comme on dit à l'époque, embrocher du bosch.
hein. Et tout simplement, la femme reste au foyer pour mettre au monde des enfants. Alors, beaucoup de personnes diront « Ouais, Pierre de Coubertin est un misogyne ». Pierre de Coubertin est dans son contexte. Je rappelle que Pierre de Coubertin, il meurt en 1937. Je rappelle que le saut à la perche, c'est 2000 à Sydney. Je rappelle que la boxe féminine, c'est 2012 à Londres. Je rappelle que le saut à ski féminin, c'est 2014. Et je pourrais continuer comme ça avec beaucoup d'exemples. Donc, vous voyez, Coubertin, il y a un paquet de temps qu'il est mort. Hein. Donc, tout mettre sur Coubertin, c'est un peu facile. Alors, on a aussi la création notamment des anneaux olympiques. Alors, les anneaux olympiques, hein, vous le voyez ici, ils ont été créés par Coubertin en 1913. Alors, la signification, elle est relativement simple. Les 5 anneaux, c'est les 5 continents. Par contre, ce qu'on sait un petit peu moins, hein, je vais vous révéler un petit peu tout ça, c'est la couleur. Les couleurs, en fait, Pierre de Coubertin a mis des couleurs. Donc, le bleu, c'est pas l'Europe. Hein. Le noir, c'est pas l'Afrique. Hein, je vous dis tout de suite, c'est pas ça du tout. Hein, simplement, les couleurs, c'est permettre à chaque nation présente au jeu de 1912 de pouvoir tout simplement refaire leur propre couleur de drapeau. C'est ça la signification. Alors tout ça est sous-tendu par une devise, ce qu'on appelle une motto, hein, Situs Altus Fortus, plus vite, plus haut, plus fort, et depuis le Covid, communitaire ensemble. Initialement, c'était Situs Fortus Altus, plus vite, plus fort, plus haut pour monter au ciel, parce que Coubertin a reçu cette devise du père Henri Didon, hein, dans cette logique catholique, c'était pour monter au ciel qu'on faisait du sport. Or, cette devise, ces anneaux, la première fois que ça apparaît, c'est en 1932, notamment sur l'affiche, notamment des Jeux de 1932 à Los Angeles. Alors là, je vais m'arrêter quelques secondes, si vous le voulez bien, parce qu'il y a souvent une confusion, il y a souvent des choses qui sont dites qui sont fausses. Il y a une organisation internationale qui s'appelle le CIO, créé le 23 juin 1894. On a c'est décliné au niveau national, avec notamment en France ce qu'on appelle le CNOSF, Comité national olympique et sportif français. Il y a 206 CNO dans le monde. 206. Pour Paris 2024, il n'y aura pas les Russes, il n'y aura pas les Bélarusses, donc ça fait 206 moins 2. De moins 2, donc on a 204. Sauf qu'il y a un CNO qui vient d'être mis de côté par le CIO qui s'appelle le Guatemala. Donc à Paris, il y aura 203 nations. 203, mais à ça, il va falloir rajouter 2 équipes particulières, ce qu'on appelle l'équipe des réfugiés, les pays en guerre, syriens, afghans, etc., etc. Et nous aurons l'équipe des athlètes neutres, les athlètes propres, bélarusses et notamment russes. Donc à Paris 2024, nous aurons 203 plus 1 plus 1. Donc 205 nations. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que souvent on dit « Ouais, mais on comprend pas pourquoi les Paralympiques ne sont pas avec les Jeux Olympiques. » C'est complètement différent. Moi, je suis judo. C'est comme si on disait il y a les championnats du monde de judo. On ne comprend pas, il n'y a pas la gym. Ben oui, la gym, ce n'est pas du judo. Et bien là, vous avez une institution qui s'appelle le CIO et vous avez une autre institution qui s'appelle le Paralympique. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Alors je continue sur les Paralympiques. En fait, il y a quelque chose qui a été mis en place, notamment par Ludwig Guttmann, que vous avez là. C'est un Allemand qui va fuir le nazisme et va arriver en Angleterre. Et en Angleterre, tout simplement, il va faire quelque chose pour les personnes qui reviennent de la guerre, qui sont mutilées. Et notamment, il va lancer ce qu'on appelle le Paralympique. Et là, tout simplement, de fil en aiguille, il va avoir un logo. Et ce logo va devenir celui-là ici, c'est ce qu'on appelle les agitos. En latin, ça veut dire mouvement. Donc en fait, on va avoir tout simplement une espèce de similitude qui va se créer. Et pour la première fois, on va avoir le même logo olympique et paralympique. Alors le mouvement olympique international, le grand patron, c'est lui, Thomas Bach. Thomas Bach, président du CIO, c'est un ancien champion olympique. Or, la grosse nouveauté pour la France, ça c'est quelque chose de très important. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais après Paris 2024, vous avez parlé de l'héritage. Mais l'héritage, en fait, il va se produire aussi par ce qui va se passer en 2030. C'est-à-dire que la France va surfer sur quelque chose. On l'a appris en début juillet, il est fortement candidaté parce qu'il y a la Suède, il y a la Suisse, mais la France, c'est pas mal quand même le dossier. Et là, vous avez vu, début décembre, on est resté en course pour ce qu'on appelle le dialogue ciblé. Maintenant, on est les seuls en course. Allez, à mon sens, ça sent bon. Ça sent bon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la suite, quand on parle d'héritage, on a une dynamique même qui s'est créée. Et ça, grâce à quoi? Grâce à quoi? Je vais vous donner mon sentiment, il n'appartient qu'à moi. Mais en 2015, on a un président de la République qui s'appelle François Hollande. François Hollande se dit, il faut s'emparer du sport comme un soft power.
Ce sport, eh bien, en fait, c'est un outil, comme l'armement, comme l'art, comme la culture, comme bien d'autres domaines. Et le sport est un moyen, un soft power qu'il va falloir utiliser. Il va demander à son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui s'appelle Laurent Fabius, de nommer un ambassadeur du sport, 2015. Eh bien, le sport est utilisé à des fins diplomatiques, soft power, et en 2022, regardez, c'est la première fois que ça arrive, 1, 2, 3, 4 membres du CIO. C'est-à-dire que globalement, ça y est, le soft power à la française marche. On a une application au plus haut niveau de l'État, au niveau international même, et ce qui veut dire que globalement, eh bien, lorsqu'on candidate pour des jeux, eh bien, on a un paquet de Français qui sont CIO. Là, dans quelques jours, moi, je vais partir en Mauritanie. En Mauritanie, il n'y a pas de membres du CIO en Mauritanie. Là, j'étais au Brésil, moi, au mois de mars. Au Brésil, il y a 2 membres du CIO. J'étais au Canada après. Au Canada, il y a 2 membres au Canada. Nous, la France, elle en a 4 maintenant. Donc, en fait, ça va vous expliquer que pourquoi 2030, ça sent bon? Parce que tout simplement, la France s'est donné les moyens d'aller un peu plus loin et d'être omniprésent, notamment dans les cellules, enfin dans les niveaux internationaux. Alors, je vais vous montrer très rapidement les plus beaux Jeux Olympiques. Les plus beaux Jeux Olympiques, eh bien, incontestablement, ce n'est pas de moi. Ce sont des grands chercheurs qui ont fait un petit peu un dialogue entre eux et qui se sont institués là, enfin, qui ont pensé à tout cela. Les plus beaux Jeux Olympiques, c'est 1952. Je vous explique rapidement. Il y a une personne qui va mourir qui s'appelle Staline. Il meurt en 1953. Staline, en 1953, il dit, il y en a assez. On a nos jeux communistes, ce qu'on appelle les Spartakiades. Les Spartakiades ont été créés en 1928. Et les Spartakiades, c'est le bloc de l'Est. Et Staline, il dit, mais c'est toujours nous qui gagnons. Ben oui, c'est un peu normal. Tchécoslovaquie, Roumanie, Pologne, c'est toujours les Russes qui gagnent. Et il dit, il en a marre maintenant. On va aller combattre les capitalistes. Et là, en 52, à Helsinki, ils se retrouvent tous. Et Staline dit, à une condition, on y va. On veut notre village communiste. On ne veut pas se mélanger aux capitalistes. Et là, pas de bol. Eh bien, vous le voyez avec cette image, on a des Russes et des Américains qui vont fraterniser. C'est, pour les grands spécialistes, c'est les plus beaux jeux de l'histoire, notamment liés à ce rapprochement, notamment lié avec la Russie. Alors, hop, j'étais un petit peu trop vite, là. Voilà. Les deuxièmes plus beaux jeux, c'est Mexico 68. C'est des jeux qui vont avoir Bob Beamon, 8,90 m. On va avoir la personne qui va, Fosbury, qui va sauter le saut en hauteur. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, même c'est le plus beau jeu, parce qu'on a 2 satellites géostationnaires qui vont retransmettre en direct ces jeux en Mondiovision. Il ne faut pas oublier ça. Smith et Carlos qui vont dénoncer la ségrégation noire américaine. Un noir n'a pas le droit de s'asseoir sur un banc blanc. Je rappelle, c'est Martin Luther King. Et donc, en fait, on va avoir un Afro-Américain, Smith, qui dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, Smith, il dit « J'ai une idée. Dans mon sac, j'ai une paire de gants. Pas 2, une. » Ben, regardez, il va demander à Carlos, on va se partager la paire de gants. Main droite, main gauche. Et là, ils vont faire le geste qu'on appelle les Black Panthers. Ils vont dénoncer à tout le monde un petit peu ce qui leur arrive. Et là, regardez, ils vont porter sur leur poitrine ce fameux badge. Mais on parle toujours de ces deux-là. Mais moi, je parle souvent de ceux-là, mes étudiants à la fac. Je veux dire, regardez, celui-là, Peter Norman. Il a accepté de porter sur sa poitrine ce badge-là pour défendre les droits humains. Eh bien, en fait, Peter Norman va tout simplement accepter, mais dès qu'il va rentrer en Australie, il n'aura plus jamais le droit de sortir d'Australie, Peter Norman. Il ne pourra pas aller aux Jeux de Munich en 1972. Donc c'est pour vous dire qu'on est dans une ère où la ségrégation est bien réelle à ce moment-là. Et donc on aura le lendemain d'autres athlètes américains qui vont revendiquer les droits, notamment des droits aux États-Unis. 92, c'est la chute du mur de Berlin, c'est la CEI, la communauté des États indépendants, où tout simplement, c'est les Jeux, il y aura toute la communauté terre, et surtout, regardez, les Afriques du Sud, c'est la fin de l'apartheid, après 28 années d'apartheid. Donc en fait, Rome, les 4e plus beaux Jeux. Rome 1960, c'est le retour aux sources, c'est tout simplement des Jeux avec Abebe Bikila, l'Éthiopien, qui va gagner pieds nus le marathon. Il va arriver dans le Colisée. Et surtout, on va avoir l'haltérophilie qui vont être faits dans les termes de Caracalla à Rome. Donc en fait, on va avoir quelque chose de très naturel, de très
antique. Et ça plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sydney 2000, moi j'y étais, j'ai eu la chance d'y être à Sydney 2000. Et donc, eh bien, regardez, on a derrière là, cet aborigène là. Voilà, on a l'opéra de Sydney là. Ben, c'est la grande réconciliation. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que les Blancs anglais, eh bien, tout simplement, ils ont bien, comment dire, ils ont agi de manière inadmissible sur les aborigènes. Je vous rappelle qu'il y a cette fameuse génération 70, où tout simplement les petits aborigènes étaient pris dans les familles aborigènes pour les mettre chez les Blancs, tout simplement pour les acculturer à la mode anglaise. Paris 1924, tout à l'heure ça a été cité, 100 ans, eh bien c'est des jeux où se mélangent les intellectuels, le peuple. Et regardez, je vais vous montrer la photo que je préfère, c'est celle-ci, de 1924. On a quelqu'un qui doit sans doute vous parler, c'est Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller, Tarzan, vous savez, il a fini fou avec son truc là. Et donc, regardez, Tarzan, c'est le premier homme à nager sous le 100 mètres, sous la minute au 100 mètres. Et regardez son entraîneur, un chapeau, un triple, un quintuple menton, un gros ventre, une montre à goussinet, un gros cigare. Eh bien oui, ça, c'est un entraîneur, on a confiance en lui. Là, c'est quelqu'un, waouh, tu as lui comme entraîneur? Eh bien oui. Eh bien oui, regardez, ça marche, hein. Triple médaille d'or. Hein, et même une médaille de bronze en water polo. Donc vous voyez que les choses changent, les normes changent également. Paris 2024, hein, donc ces jeux qu'on attend depuis maintenant une centaine d'années. Paris, on les a déjà eus donc en 1900, regardez avec cette femme, voilà, qui est ici, hein, c'est l'entrée des femmes en 1900. On va avoir les jeux en 1924, et regardez cette affiche, elle est belle. Non mais regardez cette affiche. Regardez, Paris 1924. 1924, c'est la der des der, vous savez, c'est passé 14-18. On ne veut plus de guerre, de ces atrocités. Eh bien, Paris 1924, on n'invite surtout pas les Allemands, les vaincus, on n'en veut pas des Allemands. Et regardez cette affiche, très politique, très propagande. Regardez la France, on a l'impression qu'on a quelque chose de très martial, de très militaire. Regardez, ils ont le regard tous vers la droite, le regard figé, la main droite, qui n'est pas le salut nazi, hein, ce qu'on appelle le serment de l'athlète. Regardez le corps bien, bien, bien remonté. Là, cette espèce de toge qui rappelle la Grèce antique, avec hein, les couronnes de la victoire, là, les feuilles de laurier, là, et le fameux bleu, blanc, rouge qu'on a là. Donc, en fait, on a une image de propagande hein, pour montrer la grandeur de la France. Et au même moment, eh bien, Coubertin va quitter le système olympique international et il va faire voter, en même temps que les Jeux de 24, eh bien, une semaine internationale des Jeux olympiques d'hiver qui vont se transformer en premiers Jeux olympiques d'hiver. Et regardez, je vous ai trouvé ça dans les archives au CIO à Lausanne. Regardez, même pour vous, mesdames, eh bien, en 1924, vous deviez pouvoir porter, si vous le souhaitiez, la coiffure olympique ou même porter des vêtements pour vous rendre au stade. Or, Paris 2024, c'est la première fois qu'on a des jeux où on arrête le cinéma, on arrête les éléphants blancs. Les éléphants blancs, c'est on construit à outrance, on construit. Puis après, on n'a pas les moyens d'entretenir. Donc c'est la première fois que les Jeux de Paris 2024, on va les réaliser. On les réalise dans une logique d'arrêter ces financements à outrance et de faire n'importe quoi. Les Jeux de Paris 2024, eh bien, c'est le retour, notamment après des Jeux qui sont passés en Amérique du Sud, à Rio, à Pyeongchang, à Tokyo, à Beijing. Donc c'est le retour en Europe, mais des Jeux qui sont, comment dire, maîtrisés sur le plan budgétaire. On pourra en parler, si vous voulez, 8 milliards 3, hein, environ 4,4, hein, investissement et également en fonctionnement. Donc on va avoir ce qu'on appelle la mise en place de semaines olympiques et paralympiques, dont on a déjà parlé un petit peu, la journée olympique, hein, qui est le 23 juin. Hein. On va avoir des labels, on a parlé de Terre de Jeux, hein, qui est ici, Terre de Jeux, mais dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, on a le label fameux Terre de Jeux. Et on va avoir aussi un label Terre de Jeux qui va être même diffusé à travers le monde. Je vous rappelle le fameux Soft Power dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors ces Jeux de Paris 2024, regardez, notez bien, 10 500 athlètes, 10 500 athlètes. Mémorisez bien ce chiffre, parce que regardez, c'est fini. Avant, on tombait à 11 420 athlètes. C'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Jeux, le gigantisme des Jeux, c'est totalement fini. On ne peut plus avoir plus de 10 500 athlètes. Donc on va revenir au niveau à peu près d'Atlanta. 10 500 athlètes, pas plus, et surtout la grande originalité, 5250 hommes, 5250 femmes, mais également le même nombre chez les arbitres, le même nombre chez les juges.
Or, une nouveauté aussi sur Paris 2024, c'est qu'on on va avoir une espèce de confrontation générationnelle. On va avoir les sports traditionnels, le judo, le tir. On va avoir tous ces sports traditionnels, et d'un seul coup, on va avoir des autres sports qui vont arriver, ce qu'on appelle les sports urbains. Et ces sports urbains, on va avoir des jeunes, des très jeunes, 13 ans, 14 ans, qui vont tout simplement s'adonner à ces pratiques. Alors ces sports urbains, donc comme je viens de vous le dire, nouvelle génération, un sport de l'entre-soi, reconnaissance des sports urbains, on a quelque chose de complètement nouveau. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci, Monsieur Molin. Alors, c'était riche, hein. Merci beaucoup de ce témoignage. Si vous voulez bien, on va demander s'il y a des questions. Volontiers. Ça vous va? Oui, pas trop dur les D'accord. questions. Est-ce que vous avez une question pour Monsieur Molin? Allez-y, n'hésitez pas, sur ce qu'il vient de dire ou peut-être sur ce qui va se passer. Bonsoir, je voulais juste savoir si vous connaissiez la personne qui organise l'ouverture des JO. Le chorégraphe ou le... Est-ce que l'on sait ça déjà ou pas? Ah oui, on sait tout. Et alors? Et alors, ça va être top. Ah, ça, c'est une réponse. Alors moi, je vous encourage à faire un peu ma pub. La personne qui va commenter la cérémonie d'ouverture pour les Jeux Olympiques sur Eurosport. Eurosport. Voilà. Non, on sait tout, tout est OK, tout est bon. Il y a simplement la vraie difficulté, c'est de savoir comment sur le plan organisationnel, sécuritaire, ça va se passer. Voilà, c'est ça la vraie difficulté. Parce que vous avez bien compris qu'on est dans un contexte sécuritaire assez compliqué. Oui. Et alors, c'est pour 2024, qui est-ce? Thomas Joly. Ah, ok. Voilà. Non, mais tout est carré. L'affiche, ça y est, elle est faite. L'affiche est faite. L'affiche est faite. Mais tout va sortir progressivement. Mais oui, en fait, il n'y a pas de retard. Tout est organisé correctement. Tout est fait, oui, avec le plus grand professionnalisme. Ça c'est clair. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions en salle sur la présentation d'Éric Monin? Oui, juste ici. Ah, juste en haut. Moi, je voulais aborder le problème de sécurité. Est-ce qu'on risque rien pour ces jeux? Voilà. Moi qui vais à Paris tout le temps, voilà. D'accord. Alors, je vois qu'il y a des gendarmes dans la salle, donc en fait, c'est eux qui sont peut-être plus à même de répondre que moi. Eh ben, s'il y a un gendarme mobile ici, je serais contente qu'il me réponde. Non, mais vous savez, sincèrement, ces jeux, à mon sens, tout est fait pour les garantir avec la plus grande sécurité. Mais vous savez, attendez... moi, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas policier, vous le comprenez bien, moi je suis prof de fac. Mais on ne peut pas empêcher un fou. Voilà, c'est ça la vraie difficulté. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand même, moi j'ai regardé un reportage dernièrement, là, vous savez qu'aujourd'hui, que les imprimantes 3D, on peut faire des armes à feu sans qu'elles soient détectables. Donc on peut pas regarder ce qui s'est passé à Tour Eiffel dernièrement, on ne peut pas éviter qu'il y ait des fous qui fassent des carnages, mais c'est difficile pour moi de répondre à ça. Eva, il y a une question. Eva, il y a une question. De toute façon, les préfets mettront tout en œuvre pour sécuriser et protéger les biens et les personnes. En tout cas, tout le monde sera mobilisé, ça c'est sûr. Complètement. Il n'y aura pas beaucoup de vacances. Bonsoir, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Je me posais une question par rapport aux premiers Jeux Olympiques antiques, sur les disciplines originelles qui étaient pratiquées par les athlètes. J'ai le lancer de disque en tête, mais je ne pense pas me rappeler des autres. Peut-être l'athlétisme aussi, la course à pied. C'était quoi les disciplines véritablement originelles en fait? Ouais, c'est vraiment une super bonne question. Merci beaucoup. Mais les autres étaient très bien aussi. C'était vraiment très très bien. En fait, vous savez que durant la Grèce antique, la Grèce n'est pas unifiée. Il faut attendre 1829 pour que l'Empire ottoman, le joug de l'Empire ottoman, quitte en quelque sorte pour que la Grèce soit réellement créée en tant que pays. Avant, ce qu'on appelle durant l'Antiquité, on appelait ça des cités-États. Par exemple Sparte, par exemple Athènes et bien d'autres. Et en fait, les Jeux antiques vont être un moyen d'avoir ce qu'on appelle une guerre pacifiée, une guerre pacifique,
où on va tout simplement se jauger, les Spartiates contre les Athéniens, etc., etc. Et donc, en fait, on va avoir des courses en armes durant l'Antiquité grecque, des courses en armes. On va même avoir des courses de quadriges avec 4 chevaux. Et là, on va avoir même quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Néron. Néron va tout simplement engager des chevaux, etc., etc., pour tout simplement gagner les Jeux Olympiques. Et donc, en fait, généralement, les empereurs, Néron et bien d'autres, payaient des auriges, des cavaliers, tout simplement pour faire la course. Mais en fait, Néron, lui, a eu la très bonne idée de dire « Maintenant, c'est moi qui vais conduire le quadrige ». Et là, subitement, tous les autres sont tombés malades. Imaginez, combattre contre, se jauger à Néron, c'est sûr que si on bat Néron, on est mort après. Donc, globalement, Néron a été champion olympique de course de quadrige. Donc, on a des quadriges. On a également du pugilat, on a ce qu'on appellerait aujourd'hui du MMA. Voilà. On a de la boxe, on a de la lutte. Donc, en fait, on va avoir des pratiques importantes, mais la première des pratiques, c'est bien la course de stade, ce qu'on appelle le stadium. Et le stadium va devenir, en fait, un petit peu le moyen de mesurer en quelque sorte la grandeur d'un athlète, la course à pied. Voilà. Donc on va avoir quelques pratiques, le javelot, etc., etc. Donc les pratiques athlétiques sont bien présentes, mais les pratiques également de lutte, de boxe sont omniprésentes. Merci beaucoup. Là-bas, Eva. On va en prendre une dernière, je suis désolée, et après on... Une dernière et après... Je suis censuré. Bonsoir. Vous avez présenté dans votre diffusion, notamment à un moment, la mode, les tenues vestimentaires. Et ma question est, est-ce qu'on a un peu l'idée de la tendance qui va se dérouler lors de Paris 2024 ? Est-ce qu'il y a des nouveaux matériaux ? Est-ce qu'il y a des nouvelles matières ? Ou est-ce que c'est autre chose qui risque d'arriver ? Alors c'est compliqué pour moi d'y répondre. En tout cas, tous les uniformes des Jeux de Paris 2024, c'est fini. Enfin, tout est créé. Tout est créé. C'est compliqué pour moi de répondre à cette question. Je vais peut-être répondre, allez, en bottant un petit peu en touche, autrement, si vous le voulez bien. Je vous ai présenté le relais de la torche olympique. Le relais, initialement, il y a 10 000 torches par jeu. 10 000. Celle que j'ai présentée cet après-midi aux Jeux de la PGG. J'ai représenté la torche de Tokyo, il y en a 10 000. La torche de Pékin, il y en a 10 000. Dans le cas de Paris 2024, il n'y en aura pas 10 000. Il n'y en aura que 2 000. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont être reconditionnées après chaque passage. Chaque passage, les torches utilisées le soir, Paris 2024 va les reconditionner, remettre du gaz dedans, etc. etc. Parce que en fait, la volonté, c'est d'avoir le moins de création de torches possible pour éviter tous les problèmes environnementaux, etc., etc. Voilà, donc en fait, tout est mesuré pour avoir un impact le moins important. Mais je suis désolé, je ne peux pas répondre réellement sur la mode concernant les femmes et les hommes. Parfait. Écoutez, merci à vous. Merci à vous. Merci, M. Molin. On se retrouve tout à l'heure. Oui. Merci, on peut l'applaudir très fort. C'était très intéressant. Nous allons passer maintenant à la deuxième table ronde. Pendant et après, faire vivre les Jeux en région Centre-Val de Loire. Cette table ronde va visera à mettre en lumière les actions mises en œuvre sur le territoire en vue de Paris 2024 et penser l'héritage des Jeux pour un sport inclusif et accessible à tous en région. On en a parlé depuis le début déjà avec les acteurs qui étaient présents sur la première table ronde. J'accueille pour ça Jean-Emmanuel Frontrera, président du comité départemental de tir de l'Indre. Ensuite, j'accueille Daniel Villain, président de la Ligue Centre-Val de Loire de handball, lauréat projet Prends-toi au jeu, ça c'est sympa. J'accueille également Alice Mettet, para-athlète de la team CRS-CVL. J'ai oublié personne. Ah, où est-ce que vous êtes? Ah oui, monsieur Rouneau, excusez-moi. Oudaillé, directeur interrégional de la protection judiciaire et de la jeunesse Grand Centre. Voilà, installez-vous tranquillement. On va commencer avec monsieur Frontrera. Question, Châteauroux accueillera sur le site du centre de tir sportif les épreuves de tir
Paratir et Jeux Olympiques qui représentent cette opportunité pour le comité départemental. Quelles sont vos attentes au niveau du comité de tir de l'Indre? Bonsoir. Donc, je voudrais vous présenter, avant de répondre à cette question, un petit peu le contexte du tir dans le département de l'Indre. Donc, la Fédération française de tir, c'est 250 000 licenciés, 12 disciplines. Quelques-unes sont disciplines olympiques, le 10 mètres, le 25 mètres et le 50 mètres, par exemple, et les disciplines plateau, la fosse, entre autres. En région centre, nous avons à peu près 2500 licenciés. Et dans le département de l'Indre, nous avons quand même 1300 licenciés qui pratiquent le tir sportif dans 14 clubs dans le département de l'Indre. Dans l'Indre, nous avons aussi, pour faire fonctionner le comité, une trentaine d'arbitres pour nos compétitions officielles, dont 2 qui sont internationaux, qui vont avoir la chance d'arbitrer les Jeux Olympiques à Châteauroux au CNTS en juillet et en août prochain. Et nous avons une cinquantaine de personnes qui sont formées pour accueillir les licenciés, les nouveaux licenciés, les jeunes dans nos clubs, et 8 écoles de tir. Donc, quand on nous a annoncé la décision que les Jeux Olympiques, les épreuves de tir allaient se faire à Châteauroux, eh bien, ça a été une grande joie pour le monde indrien, pour le monde des tireurs de l'Indre. Nous avions plein d'attentes, et bien ces attentes qui sont déjà dépassées. 2 chiffres à vous donner. La première, cette année, en une année, 20% d'augmentation de nos licenciés dans le département de l'Indre. Département de l'Indre, département rural, 230 000 habitants, 20%, c'est énorme. Et un deuxième chiffre qui est aussi important, qui est aussi un effet jeu, c'est 23% de compétiteurs en plus sur nos championnats départementaux. Et l'année dernière, on a eu la chance de les faire au CNTS, donc sur un site olympique. Donc ça a motivé plein de licenciés, plein de tireurs à venir découvrir le CNTS. Donc les Jeux Olympiques dans le département de l'Indre, eh bien, c'est aussi une chance pour nos clubs. Alors très vite, nos clubs se sont mobilisés et ont été voir leur commune pour être labellisés terre de jeu. Nous avons plusieurs communes qui ont été labellisées, Chabris, Châteauroux, entre autres. Et très vite, les clubs se sont mobilisés pour moderniser les infrastructures, les pas de tir. Donc, ils ont été voir leur municipalité, leur conseil départemental, leur conseil régional. Et très vite, les collectivités territoriales ont joué le jeu et ont aidé ces clubs à financer un certain nombre d'équipements dans le département pour accueillir les futurs licenciés. Très bien. En quoi l'horizon des Jeux Paris 2024 peut-il représenter une opportunité de développer la pratique de tir dans le département? Vous en avez parlé un peu, et toucher de nouveaux publics. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de 20%, c'est ça? Oui. Depuis oui. Le CNTS. Oui. Quel est l'âge du public? Alors, le tir, on accueille les jeunes à partir de 8 ans dans le département, et puis les plus anciens peuvent avoir 90, 90 ans. Chacun peut tirer à son rythme, peut tirer des disciplines, ainsi quand on ne peut plus tirer debout, on peut aussi tirer avec des supports quand on est handi. Donc il y a plein de possibilités pour pratiquer le tir dans le département de l'Indre. Mais alors du coup, là, je reprends un peu ma question. On est plus sur des jeunes ou c'est mélangé au niveau âge? Alors, dans le département, on a à peu près 240 jeunes qui pratiquent le tir dans nos 8 écoles de tir. Certains se sont fait remarquer dernièrement, entre autres le jeune Thomas Truffier du club de Mézières-en-Brenne, qui ne sera pas présent pour les Jeux Olympiques 2024, mais on a espoir que dans 4 ans, il puisse participer aux Jeux. Et ce jeune a commencé dans nos écoles de tir à la carabine et au pistolet 10 mètres. Très bien, merci beaucoup. On va passer à Renaud. On peut l'applaudir, hein, parce que c'est bien. On parle de la jeunesse, hein, on parlait tout à l'heure de l'inclusion, toutes ces choses-là, ça en fait partie. Monsieur Renaud Oudaillé, directeur international de la protection judiciaire et de la jeunesse Grand Centre. Retour sur la manifestation Fabrique ton slam, journée sport Michelet organisée en amont, c'était aujourd'hui, c'est ça? Ça marche. Ça marche. En amont de cette conférence, donc c'était aujourd'hui. Pour vous, quel est le rôle du sport pour l'inclusion
et l'insertion des publics de la protection judiciaire de la jeunesse. Oui, alors peut-être dire un mot de ce qu'est la protection judiciaire de la jeunesse. C'est une des directions du ministère de la Justice. Et notre rôle, c'est d'accompagner, de prendre en charge sur le plan éducatif des mineurs sous main de justice. Et le sport est évidemment un outil qu'on mobilise très fréquemment dans les pratiques éducatives qu'on a avec ces jeunes. Là, en l'occurrence, ce qu'on a fait aujourd'hui à Bourges, ça s'inscrit dans une action qui a été mise en place au niveau national par la protection judiciaire de la jeunesse, qui s'appelle Fabrique ton slam, et qui est une action qui se déroule pendant toute l'année en amont des Jeux olympiques et qui va visiter les 9 interrégions de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc il y a de multiples villes qui ont été concernées. Et donc aujourd'hui, Fabrique ton slam s'arrêtait à Châteauroux. Donc pour une journée de pratiques sportives et puis aussi donc du coup de pratiques artistiques avec le slam. Donc ça a été une belle journée, même s'il y a eu un petit peu de pluie. C'était où et comment ça s'est déroulé Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. C'était donc à la plaine des sports, c'est ça ? À la plaine des sports. À la plaine des sports, donc vraiment des très beaux équipements. Personnellement, je ne les connaissais pas, et c'est vrai que j'ai été très impressionné par à la fois la qualité des équipements qui ont été mis à notre disposition, et puis aussi à l'accueil qui nous a été réservé par toute l'équipe du site et qui nous a permis vraiment de proposer de multiples activités aux jeunes qui étaient accueillis. Alors on avait aussi beaucoup de partenaires, donc des partenaires sportifs qui ont proposé de multiples ateliers sportifs aux jeunes qui étaient là, et puis aussi des partenaires de l'action sociale et du champ de l'éducation qui ont proposé aussi des stands de prévention et d'information pour ces jeunes. Voilà. Donc une belle journée. Une très belle journée, oui, il y avait 97 jeunes, je crois à peu près, je cherche mes collègues dans la salle, 97 jeunes qui étaient présents. Alors des jeunes qui par définition, on peut avoir des fois des difficultés et des comportements qui ne sont pas toujours adaptés, mais qui ont su aujourd'hui pleinement profiter de ce qui leur a été proposé et qui ont montré, je trouve, des belles attitudes et qui font honneur finalement aux valeurs olympiques. Grâce au sport. Alors, comment mobiliser ce public en région, justement, autour de l'horizon des Jeux Paris 2024 ? Alors, nous, notre ambition n'est pas forcément de s'inscrire et de porter cette dynamique. Notre ambition, nous, c'est de faire en sorte que le sport soit un outil porteur pour les jeunes que nous accompagnons et que ça permette... Alors, je pense que le sport nous permet plusieurs choses dans la relation avec les jeunes. Ça permet d'abord d'être ce qu'on appelle un média éducatif, c'est-à-dire un intermédiaire entre les éducateurs et les jeunes. C'est-à-dire que faire des entretiens éducatifs de part et d'autre d'un bureau, c'est bien, mais partager une activité sportive avec des jeunes, ça permet aussi de créer des liens et de relations qui ont sans doute parfois plus de densité et plus de portée. Alors, a fortiori, quand on s'adresse, comme c'est notre cas, à des adolescents et qui sont souvent plus réceptifs finalement à ces pratiques sportives qu'à l'usage parfois de la parole. Et puis on l'a dit, le sport c'est aussi un vecteur de valeurs. Faire du sport, c'est interagir avec les autres, c'est respecter des règles et c'est apprendre finalement une forme de vie sociale et de vie collective. Alors, on a plein d'actions qui se déclinent. Alors, on le fait en dehors des Jeux Olympiques, mais on organise régulièrement au niveau interrégional
c'est-à-dire Centre Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, des journées sportives qui rassemblent un certain nombre de jeunes. On pratique dans nos établissements des activités sportives avec les jeunes. On inscrit les jeunes dans des clubs sportifs également. Et là, avec les Jeux Olympiques, c'est une occasion aussi de développer encore ces actions. On a par exemple une expo photo qui va se faire dans un de nos établissements, notamment pour mettre en valeur les valeurs du sport. On va participer aussi au passage de la flamme, alors pas à Châteauroux, hein, mais ce sera à Besançon, je crois, et puis en tout cas dans le Doubs. Et puis on bénéficiera aussi de places qui nous sont attribuées pour accompagner nos jeunes pour voir les épreuves olympiques et paraolympiques. Très bien, juste une dernière question. Il y a vraiment des attentes des jeunes, on sent de plus en plus une attente sur le sport? Oui, enfin, comme je le disais, je crois que les jeunes adhèrent souvent aux propositions qu'on leur fait sur le sport. Alors, on a des adolescents qui sont déjà intéressés au sport et qui vont du coup se prendre au jeu quand on leur propose des activités sportives, et puis qui peut-être aussi s'imaginent sur le terrain comme les champions qu'ils admirent. Et puis on aime bien aussi développer des pratiques sportives un petit peu moins habituelles. On fait ça par exemple beaucoup avec l'UFOLEP qui propose par exemple ils ont une action qui s'appelle UFO Street qui partagent avec nous, donc avec des sports de rue, en tout cas des sports moins institutionnels et qui permettent aussi d'approcher et de faire du lien avec des jeunes qui sont un peu moins insérés dans les structures habituelles du sport. Eh bien, merci beaucoup, c'était très intéressant. Bon, on peut applaudir, hein, parce que c'est important aussi. Hein. On va passer la parole à monsieur Daniel Villain, qui est venu au pied levé. Monsieur le Président. Je n'avais pas vu de venir, donc je vais juste modifier ma participation. Vous êtes lauréat de l'appel à projet Prends-toi au jeu, et vous avez développé une opération sur l'ensemble de la région, avec 48 événements organisés en proposant de nouvelles pratiques du handball à destination de publics éloignés de la pratique pour diverses raisons. Pouvez-vous nous présenter cette initiative ? Mais en fait, on a répondu à un appel à projet de la Dragès et de la région Centre-Val de Loire. Pour nous, c'était l'opportunité, effectivement, de mettre en place et de proposer, de présenter à travers nos clubs ce qu'on appelle nos handball, puisque le handball, peut-être vous suivez en ce moment, le handball, c'est le handball à 7. En ce moment, il y a le championnat du monde féminin où la France, pour l'instant, brille. Mais en fait, le handball, c'est plein d'autres choses. C'est le baby, c'est le mini, c'est le beach. Qu'on a d'ailleurs commencé à développer beaucoup sur le site de Châteauroux, puisque l'an dernier, on a accueilli, on fait encore cette année, accueillir les deux équipes de France de beach et puis une compétition nationale. C'est aussi le handfit, le sport santé au niveau du handball. C'est aussi le hand ensemble, qui est une pratique ouverte aux personnes en situation de handicap, mais très inclusive. Donc c'est toutes ces pratiques-là qu'on souhaitait présenter. Et l'idée, c'était de mobiliser nos clubs aussi sur cette présentation. Donc on a effectivement maillé quasiment l'ensemble du territoire. Si je vous présentais la carte, vous verriez que dans tous les départements, dans plein d'endroits, aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu rural, on a aidé nos clubs à se mobiliser pour présenter sur la place du village les activités autour du handball. Et on a eu vraiment des réponses très intéressantes. Beaucoup de mobilisation, beaucoup d'animation. Ça a vraiment permis aux clubs de se positionner dans leur environnement. On parle depuis tout à l'heure de lien social, mais je crois que le club dans la cité, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment là où se vivent les choses au sein du club. Donc c'était très important pour nous. Et du coup, en fait, nous, l'organisation qu'on a eue, c'est que l'ensemble de subventions dont on a bénéficié, on l'a reversé à tous nos clubs qui ont participé. On a simplement gardé une petite partie
pour faire des supports de communication à destination des clubs. Mais sinon, on a reversé à nos clubs l'ensemble de la subvention de manière à ce qu'ils puissent animer localement l'opération. Très belle opération. Le handball est une des disciplines collectives phares des Jeux, hein, on l'a bien dit. Quel héritage pour les Jeux de Paris en matière de développement de la pratique espérez-vous? Alors, vous avez raison, le handball est une discipline phare des Jeux, puisqu'on est double champion olympique en titre, garçon-fille. Et on a, de par la permanence de nos résultats internationaux, l'habitude qu'en fait on génère à chaque fois de l'appétence pour les jeunes pour venir rejoindre nos clubs. Et du coup, la fédération là, anticipe beaucoup les choses, puisqu'on commençait déjà à travailler avec des groupes de travail sur comment accueillir les nouveaux licenciés, les nouveaux pratiquants surtout, qu'est-ce qu'on leur propose comme pratique. Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec le tir, 20% de licenciés en plus, c'est super bien, mais comment est-ce qu'on les fidélise? Parce qu'on s'aperçoit, nous par exemple, au handball, c'était je crois la même chose un peu au rugby, en tout cas dans toutes les grosses manifestations, on a un afflux de jeunes, et si on n'est pas capable de mettre aussi en place les accompagnements, on sait que, même si j'ai bien compris qu'il y avait plein de projets de construction, d'équipements sportifs, etc., mais bon, donc il faut qu'on réfléchisse à quelle pratique. Par exemple, le handball, traditionnellement, se situe plutôt à l'extérieur. Peut-être qu'il faut réfléchir sur des pratiques aussi un peu à l'intérieur, pardon, je disais. Et peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à des pratiques extérieures, notamment à travers le Handacat, puisque la fédération développe toute une politique autour du Handacat. On a pu bénéficier d'ailleurs de l'aide du conseil départemental sur l'achat de terrain pour mettre dans nos clubs à proximité des collèges. Donc on a ce type de pratique. Le handfit dont je parlais tout à l'heure, pour l'instant il se pratique en gymnase, mais le handfit, c'est le sport santé, peut très bien se dérouler dans d'autres espaces qu'un gymnase, etc. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment on accueille les gens qui vont nous rejoindre, comment on les fidélise, comment on forme l'encadrement, comment on forme nos dirigeants de demain. Comment est-ce qu'on ouvre aussi nos clubs sur autre chose que simplement, c'est un peu, c'est pas simplement le terme, c'est actuellement c'est le cœur de la vie du club, c'est la compétition. Mais en fait, le handball ou le sport de demain, est-ce que ce sera que la compétition, le sport loisir, comment est-ce qu'on l'intègre, etc. Donc il y a toutes ces dimensions-là qu'il faut prendre en compte, et la Fédé est en train déjà de travailler là-dessus. Et on travaille forcément ensemble sur qu'est-ce qu'on construit d'un peu intelligent pour faire en sorte de faire évoluer notre discipline et de fidéliser les pratiquants qui vont nous rejoindre. Donc effectivement, il y a un avant et il y aura un après. Oui, on va tirer les leçons de ce qui s'est passé avant pour essayer. Oui, mais je pense que ça va être le lot de toutes les disciplines, parce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas d'ailleurs, puisque c'est les Jeux Olympiques en France une fois par siècle. On ne sait pas réellement les retombées qu'on va avoir en septembre. On va sûrement avoir de très beaux jeux, mais voilà, on ne sait pas réellement les retombées. En tout cas, par rapport à tout ce qui a été fait en amont des Jeux, la notion d'héritage, elle se pose en termes effectivement de peut-être modification des pratiques. On espère tous qu'on va devenir une nation sportive, ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait aussi des pratiques qui soient adapté à ce que souhaitent les gens. On voit bien que dans la pratique auprès des jeunes, par exemple, les pratiques évoluent. Donc comment est-ce que les sports dits traditionnels comme le handball vont pouvoir s'adapter aussi à ça? On dépoussière un peu tout ça et on essaye de trouver d'autres façons de faire du sport. Oui, exactement, à ce nouveau public. Et puis dans un cadre sécurisé, dans un cadre réglementaire qui évolue en permanence, dans un cadre où on le disait tout à l'heure, le club c'est le cœur de l'activité, c'est le lien social, donc comment on forme nos dirigeants, je pense que Jean-Louis c'est quelque chose aussi qui le préoccupe, comment est-ce qu'on forme nos dirigeants à toutes ces nouvelles pratiques, à tous ces nouveaux encadrements, à toutes ces nouvelles organisations. Très bien, merci beaucoup. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Alice Mettet, alors je vais tutoyer parce qu'on se connaît très bien. On a eu l'occasion de se voir plusieurs fois. Tu es du Blanc. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Blanc, c'est à combien de kilomètres ici? 40 kilomètres, c'est ça? À peu près 50? 60? Oh, 60. Je suis un peu juste alors. Para-athlète de la team CRS-CVL, c'est quoi CRS-CVL?
Centre Val de l'Or. Ah, d'accord, ok, tu as bien retenu la leçon, hein. Je ne peux pas la piéger, c'est pas possible. Allez, on arrête de rigoler. Ton parcours vers les Jeux, raconte-nous. Alors, mon parcours vers les Jeux, donc moi, oui, effectivement, je fais de l'athlétisme, du para-athlétisme, parce que je suis déficiente visuelle à cause d'une maladie génétique qui touche et détruit ma rétine. Donc, j'ai intégré l'équipe de France en 2018, lors de mes premiers championnats d'Europe. Et forcément, la suite, c'est après les Europes, les championnats du monde et les Jeux. Donc, encore plus quand c'est dans notre pays, je crois que c'est un vrai souhait pour tous les athlètes de vivre ce beau moment. Alors moi, actuellement, je ne suis pas encore qualifiée aux Jeux. En para-athlétisme, il y a à peu près 8 noms, je crois, qui sont sortis et officiellement qualifiés. Tous les autres, on est encore sur un chemin de qualification. Alors comment ça se passe pour nous ? On a un minima qui nous est donné par la fédération en fonction des bilans mondiaux. En général, c'est un chrono qui correspond au top 6 mondial de la saison passée. Et il va falloir faire ce chrono en 2024 pour pouvoir se qualifier. Donc on a entre mars et juillet 2024 à peu près, on a pas mal de meetings qualificatifs sur lesquels il va falloir faire ce chrono-là. Voilà, donc en attendant, c'est beaucoup d'entraînement. Je m'entraîne tous les jours, 1 à 2 fois par jour. Voilà. Oui, effectivement, pour l'instant, c'est un entraînement réel pour accéder au jeu, quoi. Tu es à fond sur l'entraînement actuellement. Oui, c'est ça. Actuellement, c'est l'hiver, on est sur une grosse prépa hivernale, beaucoup d'entraînement. Et puis les vraies compétitions, enfin les meetings qualificatifs commenceront en mars. C'est combien par jour d'entraînement ? Combien de temps ? Combien d'heures ? D'heures, ça dépend en fait. Ça va dépendre du type d'entraînement qu'on fait. En athlé, on ne s'entraîne pas plus de 2 heures, 2 heures et demie par entraînement. Donc on est autour de 2 à 5 heures par jour. Quand même. Sans compter les soins kinés, enfin tout ce qui va avec. Hein. On n'est pas juste en train de courir. Mais donc par semaine, ouais, ça monte vite. Une vraie préparation physique. Très bien. Alors, comment faire vivre les Jeux au sein de ton club ? Parce que toi, tu es au Blanc, mais aussi sur le département, hein, la région. Auprès du public local, quel peut être le rôle d'un athlète pour toi pour mobiliser autour des Jeux et contribuer au développement de ta pratique sportive et de ta discipline ? Je pense que les athlètes, on a un vrai rôle à jouer sur cet événement. Alors, la fédération nous dit souvent qu'on est les ambassadeurs des Jeux, et je pense que c'est vrai, c'est important. On a des actions à mener, c'est aussi notre passion, il faut qu'on la partage. Moi, c'est vrai que j'interviens beaucoup en région et même dans le département, dans des écoles, que ce soit devant des petits, des tout petits, des maternelles jusqu'aux études supérieures. Je pense que c'est important dans les écoles de parler sport, de parler para-sport aussi. On n'en parle pas beaucoup et c'est important de parler handicap, de montrer que si c'est possible. Moi, c'est ce qui m'a permis de faire du sport. Parce que on m'a parlé du sport, on m'a fait essayer le sport, on m'a prouvé que la pratique du parasport était possible. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne savais pas que j'allais aimer ça, hein, mais ça m'a plu. Et le sport, ça aide, ça fait du bien physiquement, psychologiquement, et il faut en parler. Donc j'en parle beaucoup dans les écoles, je leur fais tester aussi. Je fais tester mon sport, hein, bien sûr. Des fois avec un lien, des fois guidé, des fois les yeux bandés, pour aussi créer de la confiance avec ses camarades, etc. Et pour moi, c'est important. J'interviens aussi dans des entreprises, devant des chefs d'entreprise. On compare souvent le sportif de haut niveau avec un chef d'entreprise parce que la gestion d'une carrière, c'est assez similaire. Donc c'est important aussi de pouvoir échanger avec ces gens-là et puis de parler du sport, de rencontrer le public, de rencontrer les gens dans un club d'athlétisme. Enfin, moi je parle d'athlétisme forcément, mais dans mon club, j'essaye aussi déjà de mettre mon club en avant et aussi de partager ce que je vis, de partager les grands championnats, les grandes compétitions avec les personnes avec qui je m'entraîne. Et je pense que c'est important et c'est ça notre rôle en tant que sportif, c'est de répondre aux questions des gens et de faire de ces Jeux une belle fête et de faire connaître aussi ce qu'on vit au quotidien. C'est clair, donc tu es une ambassadrice en fait, hein, dans le département et dans la région. J'essaye de représenter mon département et ma région du mieux que je peux, d'être très présente et puis voilà, je ne sais pas si je le fais bien, mais j'aime bien parce que tu as dit, je vais dans les écoles, je parle de sport et de parasport. C'est pas uniquement de parasport, donc c'est bien.
Non, après, c'est assez lié. Enfin, moi, j'estime... je ne pense pas faire du parasport, je pense faire du sport que j'adapte. D'accord. Ok, ben, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Allez, on va passer 2-3 questions. Oui, n'hésitez Eva, pas. c'est toi qui gères. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Alors, posez. Vous avez tout compris. Pas de petites questions ou de grandes questions. Ils sont tout calmes, à cette heure-là. Hein. Oui, ben, monsieur Molin, allez-y. Hop là. Il a trop souffert sur les questions tout à l'heure, donc il se venge. Merci. Oui, donc tout d'abord, ma question est destinée à Alice Mettet. Donc toutes mes félicitations, bravo, hein, bravo, je suis en admiration, hein, c'est vraiment chouette. Je voudrais savoir qu'on s'entraîne 2 à 5 heures par jour, voilà, avec les soins, etc. etc. Hein, il y a une condition sine qua non, c'est aussi d'avoir des revenus, parce qu'il faut vivre. Voilà. Moi, je connais des présidents de fédérations, je ne vais pas les citer, hein, mais aujourd'hui, les athlètes qui préparent les Jeux valides, eh bien, s'entraînent le soir parce que la journée, ils sont obligés de travailler. La réalité, c'est ça. Hein. Lorsqu'on nous parle de Mbappé qui va faire les Jeux, c'est anecdotique. Le milieu du sport, aujourd'hui, les athlètes sont obligés de chercher de l'argent. Voilà. Donc, ma question est relativement simple. Est-ce que vous avez les moyens d'en vivre pour représenter la France dans quelques semaines? Alors non. Voilà. Non, je n'ai pas les moyens d'en vivre. Je ne peux pas vivre que de mon sport. Alors j'ai la chance quand même d'avoir des sponsors qui me soutiennent et qui me permettent de faire ma saison comme du mieux que je peux, en tout cas, de partir sur des grands championnats, de partir en compétition, de me déplacer, d'acheter des équipements, etc. Donc ça, j'ai cette chance-là. Par contre, les sponsors me permettent de financer que ma pratique sportive. Sauf qu'au-delà d'être une athlète, je suis une humaine qui a besoin de manger, de vivre et d'avoir un toit. Donc, je travaille à côté, en parallèle. J'ai la chance quand même d'avoir réussi à trouver une entreprise très bienveillante et qui me soutient à fond dans ce projet. Donc, je suis à mi-temps. Moi, je suis chargée de communication et de marketing à jouer les tours. Mais voilà, ils me soutiennent, je travaille à mi-temps et ils m'ont autorisé à avoir des horaires ajustables en fonction de ma pratique sportive, de mes compétitions et de mes entraînements, ce qui me permet d'avoir des journées où je peux m'entraîner 2 fois justement, de pouvoir travailler par exemple plus le matin pour m'entraîner l'après-midi, le soir, ou inversement. Enfin, c'est moi qui crée mes horaires, donc ça me facilite quand même la vie, mais j'ai absolument besoin de travailler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Des visites étaient organisées pour les scolaires l'année dernière au centre de tir et cette année, aucune visite n'est possible. Est-ce qu'il y a des créneaux qui vont être mis à disposition? Parce que pour ma part, c'est une opportunité exceptionnelle pour les élèves de pouvoir se rendre là-bas dans le cadre de l'école. Alors juste un aparté, le CNTS est géré par la Fédération française de tir. Donc une chose est sûre, c'est que même pour nous, comité départemental, depuis le mois d'octobre, il est très difficile d'aller visiter le CNTS actuellement. Ils sont en préparation des jeux, il y a des travaux, il y a plein de problèmes de sécurité. Donc actuellement, malheureusement, c'est pas possible. Nous, on avait aussi promis à des organismes de faire les visites de CNTS. C'est compliqué en ce moment. Je pense qu'il faut attendre octobre 2024 pour le moment. Boris, qui est dans la salle, qui travaille pour la Fédération française de tir, je ne le vois pas, pourrait peut-être en dire plus. C'est littéralement fait. Il se cachait devant sa main, j'ai vu. Hein. Ouais, effectivement, Jean-Emmanuel avait déjà tout dit. Hein. C'est que pour l'instant, c'est très compliqué d'accueillir du public sur le CNTS. Et effectivement, peut-être que la date à retenir, ce serait octobre 2024, après que le CIO ait rendu les clés à la Fédé. Une dernière question peut-être? Non, c'est bon? Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, on va en tous les cas vous remercier et vous laisser redescendre. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Donc en fait, je vais faire la synthèse des travaux. Donc tout d'abord,
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces Jeux Olympiques, Monsieur Frontera l'a dit, c'est déjà une véritable opportunité parce que ça va augmenter notamment les licenciés. Donc 2 chiffres, vous avez donné le chiffre de 20%, notamment de licenciés en augmentation, et 23% notamment d'athlètes compétiteurs en plus. Et tout ça est initié à travers une modernisation, notamment des centres de tir, avec notamment des labels Terre de Jeux, et tout simplement grâce notamment à une aide des différentes collectivités, notamment du département. Alors ce qu'on retient aussi, c'est que tout ça, c'est M. Daniel Villain qui l'a dit, c'est que la vraie difficulté, c'est après les Jeux. Après les Jeux, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'après les Jeux, on va réussir à fidéliser ? Est-ce qu'on va fidéliser les jeunes qui arrivent et quel type de pratique peut être envisagée ? Alors, vous l'avez dit, Monsieur Villain, pourquoi pas une pratique extérieure ? Alors, ça tombe bien parce que moi, le hand, je connais bien. Parce que quand j'ai passé l'agrégation de PS, j'étais spécialité handball. Et mon père était un peu en équipe de France, là, avec Costantini en handball. Et moi, je me souviens très très bien, le handball se jouait à l'extérieur. Donc, il n'y a rien d'innovant sous le soleil, là. Voilà. Donc, en fait, le handball se pratiquait à 11, à l'époque, un sport allemand, c'est pour ça qu'on ne dit pas handball, mais on dit handball. Donc, en fait, il va falloir fidéliser, il va falloir trouver des choses. Vous savez, en 2014, lorsque je fais partie de l'étude d'opportunité pour les Jeux Olympiques, tout simplement, on est en réunion avec Tony Estanguet, avec plein d'autres, là, puis on dit, tiens, on va lancer une étude d'opportunité pour avoir les Jeux. Et donc, on les obtient en 2017. Mais dès 2014, on dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, chaque fois que je prends la parole, je dis, arrêtons d'inventer quelque chose qui existe déjà. Il y a déjà plein de choses qui existent. Donc, en fait, est-ce qu'il ne faut pas peut-être faire un diagnostic ? Peut-être est-ce qu'il ne faut pas évaluer déjà l'existant ? Et peut-être se servir déjà de choses qui existent. Et effectivement, le handball extérieur est bien quelque chose qui existe depuis Mathusalem. Je vous rappelle qu'initialement, c'était fait pour entretenir les athlètes durant les époques hivernales, le handball extérieur. Donc, en fait, c'est la vraie question. Qu'est-ce que vont devenir, comment les clubs vont s'organiser pour fidéliser, vous l'avez dit, et notamment pour former aussi des dirigeants, parce que c'est bien beau d'avoir les Jeux, d'avoir 20% de licenciés en plus, mais il faut les accueillir, il faut les former, il faut les diriger correctement. Vous savez qu'aujourd'hui, moi, je suis administrateur du Comité olympique français. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans les médias, le problème des harcèlements sexuels, vous l'avez vu, les dérives liées notamment à certaines personnes, en fait, ça pose la question de la formation. Est-ce que ces gens ont réellement leur place, notamment pour encadrer des jeunes, notamment des jeunes filles et bien d'autres personnes. Donc en fait, la vraie question que vous avez soulevée, c'est la formation des enseignants, et c'est aussi peut-être quelque chose de sociétal. Et demain, est-ce qu'il ne faut pas imaginer peut-être une autre forme de sport de compétition ? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer du sport loisir ? Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans le jetable. Aujourd'hui, on est dans le consumérisme, dans l'instantanéité. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas imaginer des pratiques sportives compétitives autrement, des pratiques sportives loisirs ? Moi, j'ai plusieurs garçons. J'ai un de mes garçons qui fait du tennis. Et le tennis, globalement, le tennis, c'est pas top parce que les gens en ont assez de faire du tennis et puis de se déplacer tous les week-ends pour faire le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour. Alors, on a créé ce qu'on appelle des premières balles, des deuxièmes balles avec des pins. On a créé des trucs avec des couleurs en éponge. Mes garçons, ils avaient ça. Un petit peu, vous savez, comme les galops, le galop 1, galop 2, un peu comme le judo, avec les ceintures de couleur. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à une pratique nouvelle, adaptée, en fonction de la volonté aujourd'hui de consommer l'instant présent, avec une nouvelle organisation ? Donc en fait, là-dessus, on s'aperçoit qu'effectivement, vous l'avez dit, M. Frontera, on est dans une opportunité avec ces Jeux Olympiques, peut-être de repenser, comme l'a dit M. Villain, peut-être le sport de demain. C'est ça qui est très important. Et on s'aperçoit que ce sport, comme l'a dit M. Oudayer, en fait, la véritable ambition, et c'est ça que je crois qui est très important, c'est que le sport est un outil porteur, je vous cite, si vous m'autorisez, M. Oudayer, un média
éducatif, avec par exemple des expositions photos, avec pour créer des liens, notamment sur les valeurs. Les valeurs, encore une fois, les valeurs, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, moi en tant que chercheur, je parle plutôt des principes, vous l'avez bien compris tout à l'heure dans mon exposé, et tout simplement, eh bien, à travers des actions, comme ça a été réalisé aujourd'hui, avec des actions, avec tout simplement, eh bien, peut-être aussi pour réveiller peut-être des choses qui sont une sensibilité, peut-être qu'on a découvert aujourd'hui avec des jeunes, avec des questions qui ont été posées. Et effectivement, eh bien, ça fait du bien, d'avoir le discours de Madame Alice Mettet, qui est championne depuis 2018 en équipe de France. Alors il y a très très peu de qualifiés aujourd'hui en France. Vous savez que ça ne tient pas aux Paralympiques, les Jeux valides et Paralympiques. Eh bien, il y a une quarantaine aujourd'hui d'athlètes qui sont qualifiés. Teddy Riner, par exemple, Clarisse Agbenienou en judo ont été qualifiés la semaine dernière. Donc en fait, on en est vraiment aux prémices des qualifiés. Pour vous donner un ordre d'idée quand même, pour aller un petit peu plus loin, sachez qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la Russie, on parle beaucoup de la Biélorussie. Eh bien, il y a 6 Russes qualifiés, il y a 3 Bélarusses qualifiés aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on parle tout simplement, eh bien, oui, est-ce qu'il faut que les Bélarusses viennent? Très très peu de qualifiés. Par exemple, les Ukrainiens, 60 qualifiés aujourd'hui. Donc en fait, la marge de qualification se déroule en ce moment même dans le monde, donc environ 40 qualifiés en France aujourd'hui. Donc il n'y a rien d'étonnant que les qualifs ne soient pas encore passés pour tout le monde. Et effectivement, je crois, et c'est le vrai discours aujourd'hui du CIO, du Comité international olympique, d'avoir des athlètes qui soient des ambassadeurs et de montrer en fait le vrai visage de la réalité. Et c'est pour ça que je vous ai posé une question, mais de quoi vous vivez? Parce qu'en fait la réalité c'est ça, c'est-à-dire qu'on est très heureux d'avoir les Jeux, on est très heureux de vibrer, ça va être la fête, vous l'avez dit, mais en fait il ne faut pas oublier que ces athlètes, ils ne sont pas tous Mbappé. Ces athlètes, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'être épaulés, ils ont besoin d'être aidés, parce qu'on est bien content d'avoir des médailles, mais en fait ces gens, il faut qu'ils vivent correctement. Je vous remercie pour votre attention. Depuis le début, il se passe de drôles de choses sur un tableau. Sophie Étronier, qui nous présente la fresque graphique. Elle est facilitatrice graphique. Alors, tiens, Sophie. Alors, raconte-nous. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as fait tout au long de la soirée? Raconte-nous. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un reportage graphique. Donc, c'est une synthèse en fait de tout ce qui s'est dit dans la soirée. Concrètement, je capte au fur et à mesure les éléments qui peuvent sortir. Je ne les mets pas de manière linéaire. Peut-être vous avez regardé, je vais un coup à droite, un coup à gauche. L'idée, c'est de pouvoir synthétiser pour retrouver les idées phares à la fin de la conférence. Et tu peux nous en faire une lecture maintenant, du coup, parce que comment on lit ça? Eh oui. Le titre. Non, j'ai mis en vert justement les grands thèmes, je dirais. Notamment, plusieurs fois, on est revenu sur l'idée de ce qu'était le sport, donc en tant qu'activité physique, bien sûr, mais aussi en tant que média éducatif, inclusion, lien social, performance. Ici, les grandes idées qui sont sorties dès le début, mais qui sont revenues au fur et à mesure. Donc, l'égalité, la notion d'égalité, mais aussi l'aménagement du territoire, chercher l'équilibre, le fait de faire du sport dès le plus jeune âge et de développer de nouvelles pratiques qui font écho à la partie de gauche. Hop, je me décale. À gauche ici, c'est en région Centre-Val de Loire, donc demain. J'ai repris la dernière phrase, en repensant le sport de demain, avec les témoignages, les 3 derniers témoignages. Et puis au centre, j'ai essayé de synthétiser ce que Éric Monin a présenté. Donc les Jeux Olympiques, des principes avant tout. Alors sans reprendre vraiment tout l'historique, mais de venir ancrer un peu des grandes informations qui m'a semblé important de conserver. Et puis un petit zoom aussi sur les plus beaux jeux, donc j'ai noté la notion de mixité, halte à la ségrégation, etc., en allant vers les Jeux 2024, avec notamment arrêter les constructions à outrance, et j'ai mis 2 exemples qui ont été cités, notamment les torches reconditionnées. Donc l'idée de cette fresque, c'est d'en garder un peu cette vision de cette soirée, donc il ne faut pas hésiter à la prendre en photo, elle va être diffusée, il me semble. C'est super, quel boulot. On peut applaudir, s'il vous plaît. Waouh. Merci. Sophie Étronier, merci du travail effectué tout au long de cette première. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin. Et oui, c'était riche, c'était très intéressant. On va donner le mot de la fin à monsieur Rodolphe Legendre, délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Merci Sophie pour cette présentation très graphique. On a une belle habitude avec toi à travers les conférences régionales du sport. C'est le sigle CRS que l'on cherchait tout à l'heure.
de la team CRS-CVL. Les conférences régionales du sport sont particulièrement chanceuses en région centre de t'avoir, toi et ton équipe, pour pouvoir nous aider justement parfois à décrypter nos échanges, les contributions des nombreux participants. Et comme vous le savez, c'est un peu la nouvelle gouvernance du sport, à travers notamment une coordination avec les associations sportives, avec l'État, avec les entreprises et les collectivités locales. Et parfois, on a besoin également aussi de facilitation graphique, pas seulement, pour pouvoir justement avancer sur un des résultats que vous avez devant vous ce soir, c'est ce plan ambition d'animation du territoire, avec notamment, on l'a cité, c'est un peu le message de répétition, mais c'est celui d'une volonté d'animer un territoire tous ensemble, de pouvoir le faire partout là où la flamme ne passera pas, puisqu'on s'est dit qu'on voulait avoir absolument cette possibilité de pouvoir animer cette fête populaire et de le faire à travers les villages itinérants sportifs, à travers la team CRS-CVL, à travers également aussi les conférences, dont je conclus d'ailleurs la première ce soir. N'oubliez pas les autres conférences également aussi à venir. On vous présentera, ou sur le site en tout cas de la CRS, on vous présentera les prochaines dates. Retenez fin janvier sur le développement durable, le sport et la transition écologique. Il m'appartient dans cette conclusion de redonner un message, sans être trop long, de ne pas céder à la petite musique de sinistrose ambiante au niveau des JOP, au niveau des Jeux Olympiques, de leur organisation. Ne soyez pas marqués par le doublement du prix du ticket de métro, par l'accessibilité des logements, par des difficultés de transport. Bien évidemment, ce type d'organisation suscite toujours des interrogations. Soyez surtout amenés à penser que des hommes, des femmes, aujourd'hui, travaillent depuis quelques années, quelques mois, au succès de ces Jeux Olympiques. C'est vraiment ce que l'on doit retenir, et que ces hommes et ces femmes vont réussir. Nous allons tous réussir ces Jeux. Et aujourd'hui, à Châteauroux, c'est le go, c'est le top départ de ce que l'on veut mettre en place sur la région centre. Et un grand merci à vous d'avoir participé à cette conférence, de porter la parole, d'être des ambassadeurs dans vos lieux de travail, dans vos lieux d'activité, dans vos clubs, dans vos associations, pour que cette fête soit vraiment populaire. Et cette fête également aussi transcende également aussi les Jeux et nous transforme et transforme durablement le sport. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Rodolphe Legendre. Je vous rappelle que la deuxième conférence aura lieu le 31 janvier à Parcémelay, à côté de Tours.